Bonsoir à toutes et bienvenue dans Punchline. Bonsoir à tous également, car ce sujet vous concerne, vous aussi, messieurs. Alors que le gouvernement a annoncé des mesures concrètes pour lutter contre les violences faites aux femmes, le décompte macabre de celles qui meurent sous les coups de leurs compagnons ne s'arrête pas. Et c'est là la vraie question qu'on va poser ce soir. Comment faire pour que certaines d'entre nous ne vivent pas la peur au ventre, le jour, la nuit, peur pour elles, peur pour leurs gosses, peur pour leur famille. Il faudra sans doute plus que de l'argent et des mesurettes pour faire en sorte que le massacre stoppe dans le huis clos conjugal. Changer l'éducation des garçons, la perception de la femme que la société leur renvoie, sanctionner durement ceux qui frappent, les priver du droit de visiter leurs enfants, car un homme qui bat sa femme n'est pas un bon père. Un combat qui n'est pas que l'affaire du gouvernement, qui est l'affaire de nous tous, de nous toutes, mais aussi de vous tous, messieurs. On verra à quel point d'ailleurs ce qui s'est passé à Cagnes-sur-Mer, la mort de la jeune Salomé, sous les yeux de plusieurs riverains qui étaient en ligne avec la police, est pour moi révoltante, indigne et immonde. Ce soir, on en débat avec des femmes qui sont au cœur de ce combat. Bonsoir Eva Darlan, merci d'être avec nous. Merci de nous recevoir toutes et de nous donner la parole surtout. Vous êtes comédienne très engagée, effectivement. Oui, vous avez raison de parler de Cagnes-sur-Mer parce que c'est quelque chose d'absolument scandaleux ce qui s'est passé, autant du point de vue de la population que du point de vue de la police. Et c'est bien que les GPN fassent une enquête interne parce que franchement, il y a eu un espèce de désintérêt, un dysfonctionnement, c'est au-delà de ça, quoi. C'est un désintérêt de cette situation atroce. On va y revenir longuement. Raphaël Rémileux, bonsoir. Porte-parole d'Oser le féminisme. Nous sommes aussi avec Bouchra Azouz, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la présidente fondatrice du féminisme populaire. Merci d'être avec nous. Et Sandra Buisson de CNews qui nous a rejoint pour justement évoquer Cagnes-sur-Mer. Évidemment, on va parler des mesures qui ont été annoncées cet après-midi par le gouvernement avec des trémolos dans la voix. Elles existent. Elles sont sans doute insuffisantes. Je vous donnerai la parole sur ce sujet dans un instant. Mais d'abord, Cagnes-sur-Mer, pour moi, c'est très très symbolique, encore une fois, à la fois de la lâcheté quotidienne et peut-être de dysfonctionnement majeur dans notre société. Regardez ce sujet de Régine Delfour et Franck Trivio et on en débat ensuite. Au fond de cette impasse de Cagnes-sur-Mer, des fleurs, à l'endroit où le corps de Salomé a été retrouvé samedi midi, enroulé dans un tapis et dissimulé sous des détritus. Et pourtant, dès 2 heures du matin, des riverains alertent la police. Une fois sur place, la patrouille ne trouve ni agresseur ni victime. Ce témoin affirme avoir eu la police en ligne pour les guider, mais selon lui, l'intervention aurait dû se passer autrement. La police, on leur a bien dit qu'elle est là-bas. Il a traîné le corps, le cadavre, il l'a traîné vers là-bas. On ne savait pas si c'était mort ou pas à l'époque. La police, ils sont partis. Ils n'ont pas vu. Ils n'ont pas vu. Il n'y a aucun des policiers qui avait une lampe torche pour vérifier vraiment si le corps était là ou pas. Des accusations réfutées par ce représentant d'un syndicat de police. Nos collègues n'ont pas eu suffisamment d'informations, là encore une seconde fois, pour pouvoir les exploiter. Ils sont restés sur le secteur, ils ont fait, comme on dit, une visu, ne voyant ni protagoniste, ni suspect, ni victime, ni, je dirais, aucun détail descriptif, pas de direction de fuite. Bien, nos collègues sont rentrés au commissariat de Cagnes-sur-Mer, ont établi une main courante. 2 enquêtes, administratives et judiciaires, ont été confiées à l'IGPN, la police des polices, pour faire la lumière sur les circonstances de l'intervention des forces de l'ordre. Eva Darlan, effectivement, cette jeune femme, elle est morte sous les yeux de tout le monde. De tout le monde, voilà. Sous les yeux de tout le monde et puis sous la paresse de la police qui a dit bon, on voit rien, on va rentrer taper le carton comme ça. Non. Oh, c'est peut-être pas ça. C'est pas ça. Non, je pense pas. Non. Mais ils sont rentrés faire une main courante. Mais non, on cherche. Il y a quelqu'un qui est en danger. Ça a été signalé. Voyons, il y a une vie en danger. On cherche, on fait son travail, on va jusqu'au bout. Bouchra Azouz, votre réaction à ce qui s'est passé à Cagnes-sur-Mer samedi Je dirais qu'effectivement, c'est très symptomatique en fait de la façon dont la société aborde la question des violences faites aux femmes. Il y a une forme de non-reconnaissance en fait des violences, comme si finalement se faire taper par son petit copain ou par son mari était quelque chose de normal. Donc il y a une forme un peu de normalité de la violence à l'endroit des femmes. Et d'ailleurs, il n'y a qu'à voir un peu l'évolution du droit des femmes et des mesures législatives pour protéger les femmes pour s'en convaincre. Il a fallu des dizaines et des dizaines d'années. On est arrivé en 2019 au 5e plan interministériel de lutte contre les violences faites aux femmes, des recommandations de l'ONU, la récente convention d'Istanbul, etc. Donc on a régulièrement comme ça tous les ans des rendez-vous et les politiques ne sont pas à la hauteur. Et effectivement, on est là pour parler aussi de l'ampleur et des différentes répercussions
questions et des problématiques connexes à la question des violences faites aux femmes. Raphaël Rémy-Leleu, Salomé, c'était la 100e victime de féminicide. Et encore une fois, sous les yeux de personnes qui étaient en train d'appeler la police. Le pire, c'est que Salomé, c'est la 100e victime de féminicide recensée. On ne sait pas, il y en aura probablement encore beaucoup plus quand on aura les chiffres officiels du gouvernement, puisque je le rappelle, ce compteur terrible qui est tenu par des militantes féministes qui le font justement pour interpeller la société et les pouvoirs publics sur ce fléau, sur cette urgence totale qu'on a à agir contre les violences contre les femmes, et en particulier quand elles mènent au féminicide. Et ce qui est terrible dans ce qui s'est passé, dans le meurtre de Salomé, c'est véritablement, on voit bien que ce qu'a dit Édouard Philippe cet après-midi, qu'il fallait dépioter finalement les défaillances de l'État, les manquements. Ça ne suffit pas. Il ne s'agit pas juste d'une défaillance, c'est une absence de prise en compte, c'est une absence de formation, c'est une absence de compréhension même de la dangerosité d'un homme armé contre sa conjointe ou son ex-conjointe. Si on avait appelé les policiers en disant « il y a un homme armé qu'on soupçonne de vouloir faire un braquage à main armée, qu'on soupçonne de faire un attentat », bien sûr, ils auraient retourné toute la zone avec lampe torche et chien. Quand on a un homme avec une arme qu'on soupçonne de vouloir frapper sa femme, le niveau de dangerosité évalué est faible. Et c'est ça qui permet à autant de femmes d'être tuées, même parfois sous surveillance des services publics. Sandra Buisson, on va revenir avec vous sur ces 2 enquêtes qui sont lancées pour cette affaire de Cagnes-sur-Mer. Une enquête qui concerne d'abord les causes du décès, c'est ça ? Oui, une enquête pour établir qui a causé la mort de cette femme, puisque vous le savez, une information judiciaire a été ouverte aujourd'hui pour meurtre par concubin. Il y a une personne qui était en garde à vue et qui devait être déférée devant le juge d'instruction en fin de journée. Et puis parallèlement, 2 enquêtes confiées à l'IGPN, une administrative pour déterminer si l'intervention des policiers sur place s'est déroulée correctement dans les règles et s'ils ont fait tout ce qu'ils devaient faire, et puis une enquête judiciaire, elle aussi confiée à l'IGPN pour déterminer s'il y a eu ou non non-assistance à personne en danger de la part des policiers. Ce qu'on veut savoir, c'est d'abord, est-ce que la patrouille est arrivée suffisamment rapidement après le signalement et les appels faits aux policiers par les gens du voisinage, et puis si les policiers, quand ils sont arrivés, ils ont suffisamment cherché et l'auteur et la victime. Est-ce que s'ils avaient davantage cherché, ils auraient pu lui venir en aide et lui sauver la vie, lui porter les premiers secours? Ça, il va falloir attendre déjà des premiers éléments demain avec l'autopsie qui va être pratiquée sur le corps de Salomé pour déterminer d'abord effectivement de quoi elle est décédée. Et puis alors les mots sont difficiles à utiliser, mais il va falloir savoir combien de temps elle a souffert avant de succomber aux blessures qui lui ont été causées, pour savoir si effectivement une intervention différente aurait pu changer les choses. Et donc l'IGPN va devoir entendre à la fois tous les riverains, entendre les policiers, vérifier les différents appels qui ont été faits, les enregistrements radio et puis toute la vidéosurveillance qui va avoir été saisie. Est-ce que l'on sait si elle est morte sur les lieux dans lesquels elle a été frappée, Sandra ? Alors vraisemblablement non, puisque effectivement les habitants disent qu'ils la voyaient se faire malmener et frapper par son concubin, qu'ils disaient qu'ils étaient en ligne avec les policiers pour certains à ce moment-là et qu'ils la voyaient vraiment souffrir. Après, s'ils avaient vu où elle était cachée, où son corps avait été entreposé, ils l'auraient bien évidemment indiqué et elle n'aurait pas été retrouvée seulement le lendemain à midi. Donc effectivement, elle a été cachée plus loin. Alors est-ce qu'elle est décédée là où elle a été cachée parce qu'il l'aurait laissée quasi pour morte sur les lieux? Ça, c'est des choses qu'il va falloir déterminer avec l'autopsie, avec les traces qui vont être trouvées. Mais il y a 2 lieux. Il y a un lieu d'agression et un lieu où on la retrouve. D'accord. Et on sait combien de personnes ont appelé la police ce soir-là, ou c'est encore un peu trop tôt? On n'a pas de décompte. C'est vraiment les enquêteurs de l'IGPN qui vont statuer là-dessus. Et encore une fois, c'est une enquête qui vient tout juste de démarrer. Il faut qu'ils entendent tout le monde et qu'ils reprennent vraiment le minutage de l'intervention. Cette main courante dont parle le syndicaliste policier, et voir effectivement
Ce que dit le syndicaliste, c'est que le premier témoin qu'il voit en arrivant sur place, les policiers, il est confus, il a des propos pas très cohérents et pas très explicites, il leur donne pas d'indications précises, donc ils font un premier tour et là, il y a une femme qui se penche, qui ouvre ses volets et qui les interpelle et qui leur donne d'autres indications, mais ce qu'ils disent, c'est qu'ils n'avaient rien de concret pour permettre de savoir où chercher et vers où s'orienter, pas de descriptif vestimentaire du suspect ou de la victime et pas de... Contrairement à ce que dit visiblement le témoin, ce qu'il confie à notre reporter Franck Trivio, il dit mais nous on lui a dit il est parti par là. Les policiers, par la voix de ce représentant syndical, apparemment disent ne pas avoir recueilli ce genre d'informations qui leur aurait permis de s'orienter dans une direction. Et peut-être de la sauver si elle était en train d'agoniser. Raphaël Rémy-Leleu. Je voulais en profiter pour rappeler quelque chose, parce que dans le cadre du Grenelle contre les violences conjugales, on fait toutes et tous, et c'est très important, et CNews le fait également, la publicité du 3919, qui est un numéro tenu par la Fédération nationale Solidarité Femmes, qui est un numéro d'accueil, d'écoute, de prévention et de conseils pour sortir d'une situation d'emprise, pour retrouver un logement, etc., etc. En cas d'urgence, n'appelez pas le 3919. 1, vous allez saturer les lignes. 2, elles ne sont pas armées pour faire face aux urgences. Quand vous savez qu'il y a une urgence imminente, quand il y a un danger mortel, vous appelez police secours au 17. D'accord, le 17. On va écouter le père d'un des témoins de Cagnes-sur-Mer qui lui explique bien ce qui s'est passé ce soir-là, samedi soir. Il a été très courageux parce que j'ai su qu'il est sorti. Il a parlé de la fenêtre et il est sorti aussi pour essayer de l'occuper, de détourner, mais il n'a pas voulu lâcher la victime, sachant que la nuit ça résonne. Il était plus près des maisons en face qu'ici. On ne peut pas dire que les gens n'ont pas entendu, ils n'ont pas vu. Après, chacun sa conscience. On est chacun avec sa conscience. En tous les cas, c'était le seul qui a bougé, et sa mère. Et moi, j'arrive en 3e position. La police, on leur a bien dit qu'elle est là-bas. Il a traîné le corps, le cadavre, il l'a traîné vers là-bas. On ne savait pas si c'était mort ou pas à l'époque. La police, ils sont partis. Ils n'ont pas vu. Ils n'ont pas vu. Il n'y a aucun des policiers qui avait une lampe torche pour vérifier vraiment si le corps était là ou pas. On ne peut pas dire que les gens n'ont pas entendu, dit-il. Ils ont tout vu, ils ont tout entendu, c'est à pleurer, quoi. C'est affreux. Ils sont eux aussi responsables de cette mort. Quelque part, on est responsable de ce qui se passe. Tous et toutes. Bien sûr. En ne parlant pas, en n'agissant pas, en ne se montrant pas, en ne réclamant pas justice, en ne réclamant pas des soins, en ne réclamant pas de l'argent. Nous avons notre responsabilité, toutes. Et si on est là ce soir, c'est parce qu'on en prend une certaine partie sur nos épaules. C'est terrible. Je suis très impressionnée par ça. Bouchra Azouz, encore une fois, sur cette sorte d'indifférence générale, effectivement, à la fois de nous tous, voilà, face à cette violence qui s'exerce au quotidien. Ce qui est absolument dramatique, c'est de se dire qu'en fait, aujourd'hui encore, la question des violences conjugales est considérée comme étant une affaire privée. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut bien intégrer, c'est-à-dire que... Mais elle se déroule dans le huis clos familial, très longtemps, d'un point de vue aussi juridique, l'espace privé était un espace intouchable, un espace clos. En gros, ce qui se passe entre vous et votre femme, ça vous regarde. Et donc, on voit bien qu'il nous reste un travail considérable à faire concernant l'éducation à l'égalité, au respect, à la dignité des femmes et surtout le fait de mobiliser aussi tous les acteurs qui interviennent les uns après les autres dans ce long maillon qui consiste à accompagner, protéger, prévenir des violences faites aux femmes. Effectivement, Raphaël Rémy-Leleu, c'est une génération qu'il nous faudra pour venir à bout de ces violences. 1, 2, 3 ? J'espère que non. Quand on voit que l'Espagne, quand elle a mis en place un véritable plan de lutte contre les violences avec des cours juridictionnels dédiés, avec 1 milliard d'euros sur la table pendant 5 ans, le nombre de féminicides en Espagne a chuté drastiquement, et tant mieux. Et finalement, la question à laquelle on arrive à se poser aujourd'hui, c'est au-delà du compteur du nombre de femmes tuées, combien de femmes auraient pu être sauvées et n'ont pas été sauvées par la défaillance de l'État, par la défaillance de la puissance publique,
ou par de la lâcheté collective. Et là, oui, allez-y, Eva. Cette année, il y a à peu près, d'après le décompte, il y a à peu près 30% de femmes qui avaient déjà porté plainte et 30% d'hommes qui étaient déjà connus des services de police et qui n'ont pas été suivis et ni aidés, ni... c'est terrible. Au moins la moitié aurait pu ne pas mourir. Oui. Il y a d'ailleurs des mesures d'une simplicité enfantine à prendre. Mais lorsqu'il y a un dépôt de plainte pour violence conjugale, la première chose à faire dans le cadre du contrôle judiciaire du conjoint ou de l'ex-conjoint, c'est la suspension, le plus souvent, du permis de chasse et la confiscation de l'arme à feu. Par exemple. Mais ça n'est pas fait systématiquement. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais au-delà, encore une fois, de l'argent, des mesures du gouvernement et les mises en accusation du gouvernement que vous faites, il y a aussi ce qui se passe dans le huis clos de la maison, Eva. Et comment ça, on peut arriver à redresser les choses? Mais on peut arriver par des mesures. On peut arriver parce que l'homme violent n'est pas violent une fois. Je veux dire que dès la première fois, il faut s'en occuper. Dès la première fois, il faut intervenir, que ce soit les voisins, mais c'est à l'État d'intervenir. Dès la première gifle, c'est bracelet, éducation, sortie de l'appartement, voilà. Dès la première gifle? Ben écoutez, oui, bien sûr, parce qu'on sait bien que la première n'est que évidemment la première d'une longue série qui arrive souvent à la tragédie. Donc il y a ça, il y a l'éducation, bien évidemment. Évidemment. Il faut que... Blanquer était là cet après-midi. On n'a pas entendu parler de mesures éducatives. Enfin bon, c'est toute une société qui doit s'interroger avec le gouvernement, avec l'argent, avec des soutiens, avec des structures. Ça ne va pas arriver comme ça. On va écouter Oui, vous vouliez dire quelque chose, Bouchra, avant d'écouter un autre témoignage. La violence, c'est quand même le corollaire de la domination. Et qu'à un moment donné, si on ne travaille pas dans une société, parce qu'on parle beaucoup d'égalité, on a un arsenal législatif qui est important quand même. On ne peut pas dire aujourd'hui que les femmes, elles ne sont pas protégées par la loi. Simplement, quand vous êtes laxiste, quand la justice a une marge de tolérance importante vis-à-vis de celui qui commet des violences, eh bien, qu'est-ce qu'on fait ? Finalement, on ne fait que renforcer la domination. Et une femme qui ne se sent pas protégée par la loi parce qu'elle n'a pas la force avec elle, eh bien, c'est une personne vulnérable. Donc la question qu'on doit aussi se poser, je pense collectivement, c'est la question de la volonté politique. Mais la volonté politique, elle vient aussi dans la compréhension qu'ont nos hommes politiques de ces questions-là. Et en fait, comme eux les ont intégrés parce qu'ils sont, entre guillemets, le sexe fort, ils n'ont pas, je crois, dans l'esprit les conséquences que tout cela peut avoir au niveau du statut des femmes. Donc c'est vrai qu'on a l'impression d'être un peu dupés, nous les féministes qui sommes sur le terrain et qui sommes épuisés, parce que finalement on est un peu les urgentistes aujourd'hui de la question des femmes et de surcroît de la question des violences. On est un peu esselés, mais finalement on se rend compte que on n'est pas entendu. On a un peu peur de ce Grenelle. Enfin, j'avoue que moi évidemment je ne peux que me réjouir parce que je dois être positive et me dire c'est peut-être un temps de réflexion collective, de coordination, on va peut-être créer un peu des synergies entre nous, mais dans le même temps je me dis j'ai un peu peur parce que je crois que nos hommes politiques ne prennent pas la mesure de ce qu'est la domination aujourd'hui. Vous êtes sûr qu'ils n'en prennent pas conscience? Non, je pense qu'ils n'en prennent pas conscience. Écoutez, moi, je ne fais que constater les mesures politiques qui sont prises. Par exemple, la parité à l'Assemblée nationale, quand il y a eu cette volonté de dire basta, maintenant, on arrête nos conneries et finalement avoir des pénalités, finalement, c'est pas assez dissuasif parce qu'on se rend compte que les partis politiques préfèrent payer des amendes que d'avoir des femmes et de les promouvoir aux élections. On a mis un grand coup de poing sur la table et Macron, il faut lui reconnaître quand même cela, il a réussi en un quinquennat, en une élection, à avoir quasiment la parité. Donc s'il prenait, à mon sens, la mesure de la situation des femmes et de la domination, de la violence économique et sociale que subissent les femmes, je crois qu'on mettrait des mesures
importantes sur la table aujourd'hui parce qu'elles existent. On parle du 3919 comme si finalement ce numéro sortait tout d'un coup aujourd'hui. Il faut se rappeler quand même que la Fédération des femmes, depuis 1992, ce numéro existe. En 2007, sous l'impulsion des féministes, on s'est un peu penché sur la question et on a écourté, c'est-à-dire au lieu d'avoir un numéro à 10 chiffres, on en a fait un à 4 chiffres et on a mis un peu des moyens pour qu'il y ait plus d'écoute sur les violences faites aux femmes. Mais dans le fond, on se rend compte quand même qu'il y a toujours autant de femmes qui meurent sous les coups de leurs compagnons et que les plus pauvres dans la société française sont les femmes, les plus mal logées sont les femmes, celles qui n'arrivent pas à grimper et à casser le plafond de verre, ce sont les femmes, y compris dans nos grandes entreprises de l'audiovisuel, etc. Donc, vous voyez, on voit bien quand même que c'est pas avec les hommes qu'on fera une société égalitaire et de lutte contre les violences faites aux femmes. En même temps, c'est pas sans les hommes qu'on la fera non plus. Il faut que ce soit un travail. C'est pas avec les hommes physiquement, je veux dire, c'est sans leur approche. Je crois qu'à un moment donné, la matrice de la pensée politique, ça doit être la place et la situation des femmes dans la société. Voilà, c'est ça que je veux dire. Eva Darlan, vous êtes d'accord avec cette analyse sur Je suis d'accord avec tout ce que dit Bouchra. Oui. Ça, c'est la base. Mais vous le voyez comme ça, encore une fois, ce rapport de force entre les hommes et les femmes dans notre pays? Oui, mais bien sûr, nous sommes dans une société patriarcale. La plupart du monde est dans une société patriarcale. Nous sommes peut-être un tout petit peu plus avancés que certaines sociétés. Moins que l'Espagne, comme on le voit. Et je trouve que nous avons un devoir d'être irréprochable à ce niveau-là pour justement pouvoir rayonner et que d'autres pays s'inspirent de nous. Mais nous n'y arrivons pas. Nous pensons effectivement que, enfin nous le vivons, que les hommes ont le pouvoir, voilà, c'est comme ça. On est, un garçon prend la parole, une fille attend qu'il ait terminé, dans le meilleur des cas, peut-être elle peut parler après. Tout est comme ça, on passe derrière, on est derrière, on sert encore un petit peu la soupe à table. Quand même un peu. On a quand même la charge mentale. La pilule et le travail ont profondément changé le désir des femmes. Et nous sommes sortis de nos cuisines. Mais les hommes n'y voient pas leur intérêt. C'est pas leur intérêt. Ils ont tort. Parce que nous les grandissons. Eva Darlan est notre invitée sur CNews. On se retrouve dans un instant dans Punchline. On entendra un autre témoignage, celui de Corinne, 30 ans, victime de violences conjugales. À tout de suite. Et on se retrouve dans Punchline pour parler de ce Grenelle des violences conjugales qui s'est déroulé aujourd'hui à Matignon. On en parle avec Eva Darlan qui est avec nous. Anne-Cécile Maillefer, bonsoir. Présidente de la Fondation des femmes. Merci d'être avec nous. Bouchra Azouz, présidente de la fondatrice du féminisme populaire. Et Raphaël Rémy-Leleu, porte-parole d'Oser le féminisme. On va écouter le témoignage de Corinne, je vous le disais, 30 ans, victime de violences conjugales. Et je vous passe la parole après. Je suis restée quand même 15 ans avec mon ex-conjoint. Nous avons eu 2 enfants et au début de ma première grossesse, il m'a percuté avec la voiture. J'ai jamais porté plainte parce que j'avais vraiment peur. Je voulais jamais en parler parce que j'avais peur. J'avais vraiment peur de lui. Il y a eu des séparations, mais à chaque fois, il me disait que c'était de ma faute et je revenais. Et jusqu'au jour où j'ai pu supporter cette misère, cette souffrance qu'il y avait en moi. Plusieurs fois, j'ai manqué de mourir. Il y a plusieurs fois, oui. Il y a eu des strangulations, j'étais toute seule. Il y a eu beaucoup de choses, oui. Il y a eu des fois, je suis passée pas loin de la mort, on peut dire. Il y avait une très, très grosse emprise sur moi. Et ça, c'est très dur parce que monsieur, il vous dit à chaque fois, oui, mais c'est toi qui as cherché ça, c'est toi, c'est de ta faute, c'est tout le temps ma faute. Et quand je partais, je culpabilisais. Je pense souvent à lui quand même, parce que c'est le père de mes enfants. On a eu quand même des bons moments passés ensemble, mais beaucoup plus de mauvais que de bons moments. J'avais l'impression d'être folle, que c'était moi le problème, alors que non, c'était pas moi, c'était vraiment lui. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, j'ai une belle vie avec mes 2 enfants. On profite pleinement de cette vie. J'ai plus envie de me suicider comme au début, avant d'avoir mes enfants. Et voilà, je suis contente qu'il y ait des associations pour les femmes battues qui sont
là pour nous aider. Et j'espère qu'ils feront beaucoup plus pour les femmes, quoi. Voilà le témoignage de Corinne, recueilli par Antoine Estève. La voix a été modifiée, évidemment, Eva Darlan, pour qu'on ne la reconnaisse pas parce qu'elle a encore peur. Aujourd'hui encore. Je crois que la peur ne la quittera jamais. La peur ne quitte pas les femmes qui sont passées par là. Jamais. Il faut qu'elles se protègent, il faut qu'elles protègent leurs enfants. Je veux dire, les enfants qui ont vécu ça, vous vous rendez compte dans quel état ils sont aussi. Alors, bien sûr. Évidemment, c'est le sort de toutes ces femmes qui sont passées par là. C'est quand même quelque chose de terrible. Il y a une espèce d'international de la souffrance des femmes qui est absolument inadmissible. Anne-Cécile Maillefer, c'est une peur à vie, même si on réussit à porter plainte, à en parler, à faire que le conjoint est emprisonné. On continue à avoir peur des années. Alors moi, je mettrais un petit peu d'espoir quand même, c'est-à-dire que avec un accompagnement adéquat, mais pour ça il faut aussi des moyens, avec un accompagnement adéquat, avec un entourage bienveillant, avec un entourage aussi professionnel bienveillant, c'est possible de s'en sortir. C'est possible de s'en sortir. Des tas de femmes réussissent à s'en sortir, mais c'est vrai que c'est long, c'est compliqué, et surtout ça demande de pouvoir aller voir des psychologues qui sont bien formés sur ces questions-là aussi, pour pouvoir s'en sortir. Mais moi, plutôt un message d'espoir, c'est possible de s'en sortir. Mais c'est vrai que ça demande beaucoup d'efforts. Oui. Des efforts, alors pas seulement des pouvoirs publics, mais des efforts du côté des policiers aussi, Raphaël Ramé-Leleu, pour prendre les plaintes en compte. Déjà pour permettre aux femmes de déposer plainte, donc je le répète à chaque fois, mais je vais le redire parce que je pense que c'est important, le dépôt de plainte est un droit pour chaque citoyen et a fortiori pour chaque citoyenne. Et poser les mots sur ce que sont les violences conjugales, expliciter comment ça se passe et l'ampleur des emprises qui se mettent en place, y compris les violences psychologiques, les violences économiques, l'emprise sur le cercle familial, l'isolement, le fait de renverser la culpabilité, plein de choses qui ressortent du témoignage qu'on vient d'écouter et qui est à la fois très émotionnel, mais qui devrait être pris parmi tant d'autres pour que chaque policier, chaque policière, chaque membre des personnels de santé soit capable de détecter, de reconnaître une stratégie d'agresseur et de pouvoir à la fois agir au plus vite et quand les coups sont déjà arrivés, de pouvoir agir sur les bons leviers. Parce qu'on parle de ce qu'il faudrait faire pour renforcer l'accueil, mais pour ne plus avoir peur, pour reprendre le fil de sa vie. Il faut également retomber dans des conditions matérielles décentes et souvent les hommes qui frappent leurs compagnes les exploitent, prennent leur argent, les mettent dans des situations professionnelles difficiles. Comment vous expliquez à votre employeur que vous ne vous êtes pas levé ce matin-là parce qu'en fait votre compagnon vous a battu une partie de la nuit, que ensuite quand vous cherchez un logement, chercher un logement sans contrat de travail c'est une gageure. Donc toutes ces choses-là devraient être véritablement prises en compte et c'est pour ça qu'on parle d'un continuum des violences et d'une situation d'urgence totale à laquelle il faut apporter une réponse globale. Alors, qu'est-ce qu'a annoncé exactement le Premier ministre Édouard Philippe aujourd'hui à Matignon? Regardez le sujet de Florian Tardif et vous allez me dire ce que vous en pensez. Je crois que vous n'allez pas être très tendre avec ce qui a été annoncé. Afin de renforcer la protection des victimes de violences conjugales, Édouard Philippe a identifié 3 urgences. La première, l'hébergement. Car on sait que les femmes qui restent avec un conjoint violent s'y résignent en général faute de moyens matériels et financiers, pour partir avec leurs enfants. C'est pourquoi le Premier ministre a annoncé la création de 1000 places d'hébergement supplémentaires. Une plateforme de géolocalisation devrait être lancée le 25 novembre prochain, afin d'aider les professionnels à identifier efficacement les places d'hébergement disponibles. Deuxième urgence, assurer la protection de ces femmes victimes de violences conjugales. Quand une femme a le courage de porter plainte, l'accueil que lui réserve le commissariat ou la gendarmerie doit être irréprochable. Un audit sera lancé par le ministre de l'Intérieur dans 400 commissariats et gendarmeries afin d'examiner l'accueil des femmes qui souhaitent porter plainte. La possibilité de porter plainte à l'hôpital sera également généralisée à partir du 25 novembre prochain. Par ailleurs, les délais de traitement des cas de violence conjugale sont souvent insupportables. C'est pourquoi des procureurs récurrents spécialisés seront identifiés dans tous les tribunaux de France et des chambres d'urgence seront expérimentées pour que les dossiers soient traités dans un délai de 15 jours. Troisième urgence, l'éloignement du conjoint. Le retrait de l'autorité parentale, déjà prévu par la loi, sera également accompagné de mesures intermédiaires. L'autorité parentale pourra être dorénavant suspendue de plein droit en cas de féminicide, et ce dès la phase d'enquête ou d'instruction, si l'autre parent est mis en cause.
Édouard Philippe a finalement déclaré avoir bon espoir que le bracelet électronique anti-rapprochement soit largement mis en place dès cette année. L'une des mesures les plus attendues par les associations. Alors, le bracelet anti-rapprochement était le plus attendu par les associations, c'est ça Anne-Cécile Maillefer, non ? Non, en fait, ça fait partie des mesures qui avaient déjà été annoncées en réalité il y a quelques mois par Madame Belloubet, la ministre de la Justice, qui s'est pour le coup vraiment pleinement saisie de ce sujet. Donc c'est un peu le problème avec ces premières annonces, c'est que certaines d'entre elles ne sont pas une surprise puisqu'on les avait déjà entendues. Donc vous voulez dire qu'on recycle des vieilles annonces, c'est ça ? Je sais pas. C'est ce qui s'est passé aujourd'hui ? Soyons clairs. Je me pose la question parce que c'est vrai que c'est des annonces qu'on a déjà entendues, certaines. Maintenant, il y a des annonces qui sont des vraies bonnes nouvelles et des vraies annonces pour le coup. Le sujet des parquets référents, c'est un petit peu technique, mais c'est des juges qui vont être en capacité de pouvoir coordonner les procédures. Ça, c'est vraiment c'est de la technique judiciaire, mais c'est vraiment important. Le fait qu'il puisse y avoir des chambres pour traiter en urgence des cas. Alors, le fait que ce soit encore une fois une expérimentation, ça, c'est pas forcément une bonne nouvelle, mais les chambres d'urgence, ça, c'est une bonne nouvelle. Et pour accueillir les mères et leurs enfants qui fuient le domicile. Non, les chambres, pardon, excusez-moi, les chambres judiciaires. Les chambres juridiques. Voilà, dans les gros tribunaux, il puisse y avoir des chambres pour traiter en 15 jours, parce que parfois, il y a des procédures qui mettent des mois et des mois. Pour traiter les procédures en urgence. Et enfin, tout ce qui concerne l'autorité parentale, là, on a un vrai pas en avant. Donc, il y a des choses qui sont satisfaisantes. Mais ce qu'on peut voir, c'est que ce qui a été accordé là tout de suite maintenant, c'est ce qui coûte pas grand-chose. Mais c'est bien de le faire. C'est très bien de le faire. Ça se voit qu'il y a une volonté, qu'il y a une prise de conscience sur le problème. Maintenant, ça montre aussi qu'il n'y a pas la prise de conscience, on espère qu'elle va arriver, mais sur le fait que les solutions, pour qu'elles soient réellement efficaces, on ne peut pas uniquement faire les solutions qui ne coûtent rien. Il va aussi falloir passer à la caisse. Il va aussi falloir, à un moment donné, lâcher beaucoup plus de moyens sur l'hébergement. Là, c'est 5 millions d'euros. 5 millions d'euros sur l'hébergement, c'est ridicule. C'est pas beaucoup. Déjà, on parle de 250 places d'hébergement d'urgence, ce qui nous avait été promis en juillet. Donc là, on va finalement les avoir en janvier 2020 pour de l'urgence. Voilà, c'est quand même pas terrible. Et puis, donc sur ces 5 millions, nous, on a budgété, ce qu'il faudrait, c'est plutôt 180 millions sur l'hébergement spécialisé. Et là encore, on n'est pas sur de l'hébergement spécialisé. C'est-à-dire qu'en fait, c'est des dames à qui on va proposer d'aller dans des centres mixtes, des centres dans lesquels il n'y a pas de travailleurs ou de travailleuses sociales spécialisées sur les violences conjugales, où en fait, c'est vraiment de l'hébergement pour pas qu'elles dorment dehors. Donc en fait, elles vont être avec des personnes qui sont à la rue depuis longtemps, avec des tas de publics en fait qui sont à la rue déjà aujourd'hui. Et donc, ça ne va pas du tout être des conditions d'hébergement sympathiques. Et à mon avis, elles vont avoir peur là-bas. Donc, c'est une réalité qu'il faut voir. Donc, nous, on est un peu... on n'est pas entièrement satisfaite parce que ce qu'on voit, c'est qu'il y a une prise de conscience sur le problème, mais sur les solutions, c'est toujours pas au niveau. Qu'il y a de la retenue budgétaire qui va poser problème, vraiment. Eva Darlan, comment vous diriez, vous, clairement les choses ? On se fout des femmes ? Écoutez, moi, j'ai été très choquée, entamée, on va dire, par le ton, par la façon d'utiliser ces femmes qui ont tellement souffert, qui sont mortes. J'ai eu l'impression qu'il y avait un tel sentiment, il fallait pleurer, il fallait dire, il n'y avait pas de colère, et que j'ai trouvé qu'il, dans son discours, il se servait de ça. Le Premier ministre Édouard Philippe. Le Premier ministre se servait de ça pour dire, vous vous rendez compte, c'est horrible. Il est arrivé ça à cette femme, ça à cette autre femme, etc., etc. Après, il a annoncé des non-annonces, des choses, par exemple, comme, je ne sais pas, non, les magistrats dont tu parles, mais il va falloir les former, ces magistrats. Ils ne vont pas, comme ça, du jour au lendemain. Et alors, pourquoi on ne forme pas les magistrats ? Il n'a pas été question de former les policiers. Ils vont faire un audit. 400 audit dans 400 commissariats. Mais enfin, alors là, peut-être, pour reprendre vos mots, là, peut-être, c'est un petit foutage de gueule. Parce que ce qu'on demande, c'est que les gens soient formés. Ils vont aller dans les commissariats pour dire, alors, qu'est-ce qui ne va pas ? Alors, qu'est-ce que vous avez trouvé ? Ah bon, ça ne va pas ? Elles se présentent, elles veulent quoi ? Non, c'est pas comme ça que ça marche. Il faut former les policiers, pas leur demander ce qui ne va pas. On le sait, ce qui ne va pas. Tout le monde le sait, les femmes le savent. On sait ce qu'il faut faire en plus. Et puis, il faut déjà appliquer la loi. Pourquoi est-ce qu'on ne dit pas, c'est comme ça ? Vous êtes hors la loi quand vous ne prenez pas les plaintes. Vous êtes hors la loi.
Donc c'est facile, il n'y a pas d'audit. Là, ils vont peut-être dépenser de l'argent qu'on aurait été bien contente d'avoir autrement. Bouchra Azouz, il y a autre chose qui concerne les enfants, dont les mères sont victimes de violences et qui sont évidemment des victimes collatérales, parce qu'on ne sort pas indemne de voir sa mère se faire massacrer sous ses yeux. Là, il y aura une suspension de l'exercice de l'autorité parentale en cas de violence avérée au condamné. Est-ce que ça, c'est quelque chose de nouveau, et est-ce que, encore une fois, ça c'est utile? Nouveau, c'est pas. Enfin, il y avait déjà des mesures quand même de protection des enfants dans le cadre de violences conjugales. Il y avait tout un arsenal déjà sous le précédent quinquennat, donc c'est pas forcément, c'est pas une nouveauté. Non, mais c'est bien quand même qu'un père violent, on lui retire le droit de visite, tout de suite. Non, mais ce qu'il faut, c'est bien sûr, il faut lui retirer le droit de visite, et puis il faut surtout, dès lors que une femme a une ordonnance de protection, que le mari ne puisse pas enclencher lui-même la justice et des plaintes pour surcharger la femme et lui faire payer le fait d'être sous le coup d'une ordonnance de protection. Donc il y a tout un tas d'autres mesures qui auraient été, je dirais, beaucoup plus fortes et utiles aux femmes. Cherchons à être utiles aux femmes qui sont victimes de violences, pas simplement, comme le dit Anne-Cécile, d'être simplement dans des petites mesurettes face à effectivement à un sujet d'ampleur. Donc c'est vrai que c'est bien qu'il y ait une espèce d'électrochoc comme ça dans la société, mais il faut que le politique soit vraiment courageux et qu'il mette les moyens, parce qu'il faut effectivement des moyens. En Espagne, pourquoi ça fonctionne? Ça fonctionne parce qu'on a créé une centaine de tribunaux aux affaires conjugales, que les dossiers sont traités en 72 heures et que pour qu'il y ait un procès, c'est sous 15 jours. Voilà, à l'urgence, il faut des mesures qui, dans la temporalité, répondent à l'urgence. L'urgence, c'est pas 4 mois, 6 mois, et traîner en longueur et épuiser les femmes dans ce parcours du combattant. Et j'ai l'impression vraiment de me répéter dans ce que je dis, parce que quand on a monté la grande cause nationale en 2009 déjà, je tenais exactement les mêmes propos, donc je suis quand même un peu Vous avez l'impression de redire la même chose 10 ans après. Raphaël Rémy-Leleu, juste sur l'autorité parentale, c'est important, encore une fois, que les hommes ne puissent pas atteindre les femmes à travers les enfants? C'est très important, et dans ce genre de débats qui peuvent être complexes, y compris sur les tenants et les aboutissants juridiques, j'aime bien prendre des exemples d'à quel point le système aujourd'hui est ubuesque. On a des femmes qui sont en procédure pour violence de la part de leur conjoint et qui se voient ajouter des procédures, voire des procès, pour non-présentation d'enfants, parce qu'elles ont peur, parce qu'elles veulent se protéger elles-mêmes, parce qu'elles veulent protéger leurs enfants. Et ça, aujourd'hui, sont des situations qui sont intolérables, puisque les féminicides ont lieu à 2 grands moments dans l'histoire d'une relation de violence. C'est la séparation et ce qu'on appelle la remise de l'enfant. Enfin, quand on a ces principes de garde alternée ou de droit de visite, et ce sont dans ces moments-là que les féminicides arrivent. Donc il faut sortir de ces situations ubuesques. De la même manière, le développement des parquets spécialisés, c'est une très bonne chose, mais imaginons un peu aujourd'hui, il faut se rappeler de l'état de notre situation. Quand même, avant un procès, vous avez un contrôle judiciaire sur votre ex-conjoint qui peut l'interdire, par exemple, de vous contacter, de vous voir, de se rendre au domicile. Le parquet ne vous envoie pas à vous, en tant que victime, le contrôle judiciaire. C'est à vous d'en faire la demande. De la même manière, c'est à vous de faire la demande que votre conjoint soit au fichier des personnes recherchées. Et donc, on est aujourd'hui dans un système totalement absurde. Alors, parler des défaillances, c'est bien, mais ce qu'on attendait d'Édouard Philippe, c'était un changement de positionnement et véritablement un gouvernement qui prend ses responsabilités et qui dit « maintenant, on va mettre la puissance publique à l'œuvre pour protéger les femmes ». Et ça, on n'y est pas encore. Anne-Cécile Maillefer, nous allons généraliser, dit le Premier ministre, la possibilité de porter plainte à l'hôpital. Quand elle va à l'hôpital, c'est suffisamment pénible. Elle ne devra plus retourner chez elle où elle croisait son conjoint, dit-il. Oui, alors ça c'est très bien. Alors c'était déjà le cas dans certains endroits. La généralisation qui va quand même dépendre de la contractualisation entre chaque hôpital et chaque commissariat. Enfin bon, ce sera pas demain, ce sera pas partout. Hein. Et derrière ça aussi, ça va demander, encore une fois, on retombe toujours sur le même sujet, mais moi ce qui m'a inquiété dans le discours d'Édouard Philippe, qui était un très bon discours par ailleurs, où il a plutôt démontré qu'il avait compris, parce qu'il avait a priori pas tout à fait une connaissance très approfondie du sujet,
sujet auparavant. Donc il a quand même compris les violences conjugales. Et pour autant, il dit dans son discours, il le dit textuellement, qu'il ne pense pas que c'est une question de moyens. Bon, par exemple, par rapport à l'hôpital, oui, signer des conventions entre les hôpitaux, des commissariats, mais donc ça veut dire qu'il va falloir qu'il y ait des policiers, des êtres humains qui sont payés tous les mois, qui donc se déplacent à l'hôpital pour prendre ces plaintes. Et bien ces policiers, quand ils seront à l'hôpital, ils seront plus au commissariat. Donc il faut bien qu'il y ait plus de main-d'œuvre, enfin plus de policiers en fait pour prendre ces plaintes. Sinon, je ne sais pas comment ça se passe. Je vois pas comment ça se passe, sachant que déjà aujourd'hui, les policiers disent qu'ils sont débordés et qu'ils sont en manque d'effectifs. Donc typiquement, nous, quand on dit plus de moyens, on parle très concrètement de ça. On parle de payer des salaires de policiers pour qu'ils aillent prendre les plaintes au commissariat, par exemple. D'accord. Raphaël Rémy-Leleu. Et le paradoxe terrible, c'est d'annoncer aujourd'hui dans ce discours, je suis d'accord avec Eva, un peu désincarné, qu'on va rajouter des moyens et des dispositifs dans les hôpitaux, alors qu'on est à combien ? 240 services d'urgence en grève. Et à un moment, les moyens, va falloir les mettre d'une manière ou d'une autre. Enfin, là, aujourd'hui, une femme qui se présente aux urgences pour coups et blessures en raison du conjoint, elle va être accueillie dans des conditions difficiles, parce que les structures de soins et ensuite de police et de justice ne sont pas dotées pour faire face à tout cela. C'est tout l'État qui est défaillant pour vous, Eva Darlan. C'est toutes les facettes, encore une fois, du service public, soit policier, judiciaire, oui, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un service qui peut se détacher des autres. On aurait pu penser que justement le secrétariat d'État pouvait se démarquer et puis réunir et fédérer un petit peu tout ce monde. Mais il faut une vraie volonté. Il faut une volonté politique derrière de mettre les moyens et il faut une volonté politique devant que les gens effectivement travaillent ensemble et tout ça. Non pas prennent des mines attristées quand on parle de mort et de sang et de ça, mais agir. Et pour l'instant, moi, je ne vois pas d'union sacrée pour la défense, pour protéger les femmes. Il n'y en a pas. Qu'est-ce qui vous a donné envie à vous, comédienne, de vous engager et d'être présente dans les manifestations, sur les plateaux, pour parler de ces violences faites aux femmes ? Moi, j'ai toujours fait ça. J'ai commencé en écrivant Les Jeannes. C'était le premier spectacle féministe. Très drôle, on était des bombes, on était magnifiques, drôles, percutantes et en colère. Et j'ai toujours vécu ça, comme ça, dans mon métier, à travers mon métier et dans ma vie. Je me suis fait bien dégommer la gueule aussi dans ma vie personnelle. Donc j'y suis passée, même en pensant être différente de tout le monde. Moi, j'ai vu ma mère être réduite à rien par un homme effroyable qui était mon père. Donc j'ai très très vite compris de quoi il s'agissait. Et voilà, ça m'échappe, c'est comme ça, c'est ma nature. Et c'est désespérant de se dire qu'aujourd'hui, des petites filles seront soumises à la même violence que votre mère et sans doute d'autres femmes ? Pour l'instant, oui. Il faut que, pour l'instant, l'énergie, la vraie vigueur, ça vient de nous. Ça vient de nous, ça vient de vous. Et d'ailleurs, quand vous parlez justement des petites filles, ça fait partie des choses qui pour l'instant, manquent. Donc, il va falloir voir comment ça va se passer dans les prochaines semaines. Le bilan, il sera aussi tiré au 25 novembre. Quand on parle de petites filles, de petits garçons, on parle d'éducation. On parle d'éducation. Est-ce qu'on veut mettre le paquet ou pas sur l'éducation ? Pour le moment, les discours qu'on a entendus, c'est qu'il y a déjà beaucoup de choses, il y a déjà la sensibilisation qui est faite à l'école. Voilà, moi je crois surtout que c'est ça, c'est un manque de volonté de mettre un peu de budget sur la table pour faire des passeports non-violence ou ce genre de choses qui peuvent être extrêmement, pour autant, simples et qui peuvent vraiment aider les enfants. J'entends bien, mais l'éducation nationale, on ne peut pas tout lui demander non plus. C'est à nous, dans nos familles aussi, d'éduquer les petits garçons. Absolument. Et de leur dire que ce qu'ils voient sur Internet, c'est pas forcément la réalité. C'est pas ça, Bouchra Azouz ? Oui, bien sûr, l'éducation, c'est la base et ça commence effectivement dans la famille. Mais si vous n'avez pas à un moment donné rompu le processus aussi des violences, si vous avez vous-même un père qui est violent et que vous grandissez dans une famille où il y a de la violence, si vous grandissez dans une famille où il y a une éducation, enfin une prédominante patriarcale, où il y a une domination de l'homme sur la femme, donc on ne peut pas quand même laisser simplement la famille le soin de l'éducation. C'est effectivement c'est la base quand même. J'irai au-delà de ça en disant que dans ce que vous avez dit, pardon, je vous adore, mais vous parlez des mères. Oui, mais il faut que les pères aussi s'en mêlent. Non, pas que les mères.
cette espèce d'horreur patriarcale, ça ne dépend pas des femmes qui éduquent mal leurs enfants, leurs fils en particulier. C'est facile, je dis pas vous, mais c'est facile que la société dise bah oui, mais moi mon fils, je lui dis ça et toi, c'est de ta faute. Non, 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 c'est pas de la faute des femmes, hein. Pas du tout. Il faut bien savoir ça. Les mères ne sont pas responsables de ce qui se passe. On est bien d'accord. Raphaël Rémy-Leleu, l'éducation, c'est la base de tout. L'éducation, mais en fait, c'est ça qui est terrible dans une société comme la nôtre, c'est que tout est la base de tout. Quand on va parler à des femmes victimes de violences, elles nous disent mais en effet j'aurais aimé avoir les moyens de m'émanciper économiquement et donc de partir plus tôt. Ou elle va nous parler de l'éducation et de la manière dont elle aurait aimé avoir une éducation ouverte à l'égalité. Ou alors elle va nous reparler des représentations des femmes dans les films, de l'absence de modèles de femmes fortes ou encore des ravages de la pornographie. Absolument. Et donc c'est pour ça qu'on fait le choix à Oser le féminisme d'agir sur tous les sujets parce qu'on pense que c'est comme ça qu'on va lutter contre les inégalités et par leur corollaire qui sont les violences. Mais on a besoin d'un État qui fasse sa part du travail. Et ce que j'ai trouvé très malsain dans la communication du Grenelle, c'est qu'à un moment, il y a eu une séquence où on disait « Engagez-vous contre les violences, participez au Grenelle ». Je ne jette pas du tout la pierre aux associations qui participent au Grenelle. Elles ont raison de le faire. Nous, on avait demandé à participer. Visiblement, notre invitation s'est perdue quelque part. Il faudra demander ça à Madame Schiappa. Mais en tout cas, on ne peut pas se permettre de dire, c'est ce que tu disais tout à l'heure, nous sommes en première ligne chaque jour pour agir pour l'égalité, pour agir contre les violences. C'est pas en participant au Grenelle qu'on s'engage contre les violences. Nous, on le fait chaque jour. Il est temps que l'État prenne sa part. Merci à toutes les quatre d'être venues nous parler de ce Grenelle et des violences faites aux femmes. 3919, c'est un numéro d'appel d'urgence. Et on fait le 17. Non, pas d'urgence, d'information. Et le 17, c'est l'appel d'urgence. d'urgence. Oui. Police, secours. Merci à toutes les quatre. Merci Eva Darlan de ce témoignage. Dans un instant, sur CNews, on va revenir sur l'entrée de Jean-Paul Delevoye au gouvernement. Bonne ou mauvaise nouvelle pour les retraites? On en débat dans un instant. À tout de suite. Et on se retrouve dans Punchline. C'est désormais officiel. 2 nouveaux hommes entrent au gouvernement. Le monsieur retraite d'Emmanuel Macron, Jean-Paul Delevoye, rejoint l'exécutif tout en conservant son titre de haut commissaire. Et puis, le député Jean-Baptiste Djebari, député de La République En Marche, devient lui secrétaire d'État au transport. Le Grenelle des violences conjugales s'est ouvert cet après-midi. Le gouvernement a annoncé 10 mesures pour lutter contre les féminicides. 101 femmes sont mortes depuis le début de l'année sous les coups de leurs compagnons. Parmi ces annonces, la création de 1000 places d'hébergement d'urgence. On écoute le Premier ministre Édouard Philippe. La première urgence, c'est de protéger les femmes victimes de violences conjugales en leur assurant une mise à l'abri rapide. Nous allons donc mobiliser 5 millions d'euros supplémentaires pour créer 1000 nouvelles places d'hébergement et de logement d'urgence. 250 seront créées en 2020 dans les centres d'hébergement d'urgence pour assurer des mises en sécurité immédiates. Et le ministre du Logement créera par ailleurs 750 places grâce à la mobilisation de l'allocation de logement temporaire. Ce logement sera adapté aux femmes qui partent avec leurs enfants. Il ne s'agira pas d'un hébergement d'urgence dans une structure collective. Elles pourront y rester entre 6 mois et 1 an. Voilà donc l'ouragan Dorian, rétrogradé en catégorie 2, après avoir dévasté les Bahamas, où au moins 5 personnes sont mortes. Il se dirige désormais vers la Floride. Plusieurs millions de personnes ont reçu l'ordre d'évacuer la côte. On se retrouve dans Punchline. On va évoquer la question de l'entrée au gouvernement de 2 nouveaux hommes. Ça va faire plaisir à Raphaël Rémy-Leleu qui est toujours avec nous. 2 nouveaux hommes et pas de femmes. Ça, c'est pour le côté féministe. On salue l'arrivée de Valérie Boyer. Bonsoir. Députée Les Républicains des Bouches-du-Rhône. Alexis Poulain, bonsoir. Cofondateur du Monde Moderne. Et Gabrielle Cluzel, bonsoir. Rédactrice en chef de Boulevard Voltaire. Alors, l'entrée au gouvernement de Monsieur Retraite, qui est Jean-Paul Delevoye. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle? C'est un personnage clé de la Macronie. Je ne sais pas si on a le sujet de Florian Tardif qui est prêt. Alors on l'écoute et on en débat ensuite. Jean-Paul Delevoye connaît bien son sujet. Au début des années 2000, il pilote avec François Fillon la réforme des retraites des fonctionnaires. À l'époque, le ministre a pour mission d'aligner les régimes des fonctionnaires sur le privé. Homme de terrain, il multiplie alors les déplacements en région pour rencontrer les syndicats. Malgré leur réticence, il tient bon sur le principe de base, à savoir la convergence de la durée de cotisation qui sera portée à 40 ans en 5 ans, mais lâche aussi du lest.
Une méthode alliant fermeté et compromis qui permet de lui éviter des grèves à répétition comme en 1995. Jean-Paul Delevoye, vieux routier de la politique, qui cultive l'image d'un homme au-dessus du clivage gauche-droite. En 2013, il décide de soutenir Jean-Jacques Cottel, candidat PS à sa succession à la mairie de Bapaume, plutôt que celui investi par son parti. Un choix qui entraîne son exclusion de l'UMP. Un électron libre qui se retrouve quelques années plus tard dans la synthèse macroniste, puisqu'en 2007, il est nommé à la tête de la Commission nationale d'investiture de La République En Marche dans le cadre des élections législatives. Il connaît donc bien les députés de la majorité, un avantage de taille pour cet homme en charge de l'une des réformes les plus sensibles de ce quinquennat, la réforme des retraites, sur laquelle il travaille déjà depuis 18 mois. Alors d'abord le petit coup de griffe de la féministe. Alors 2 hommes, mais comme Elisabeth Borne a remplacé un homme au ministère de l'Environnement, est-ce qu'on se retrouve dans la parité ou pas, Raphaël Rémy? Elisabeth Borne a remplacé François de Rugy au ministère de l'Environnement, mais n'a pas récupéré son rang hiérarchique puisqu'elle n'est pas ministre d'État. Et ensuite, sur la parité, il faudrait refaire les comptes sur la parité au gouvernement. Il faut qu'on fact-check. On va faire le fact-check. Alexis Poulain, plus globalement, c'est une bonne nouvelle ou pas l'entrée au gouvernement de Jean-Paul Delevoye? C'est une nouvelle logique puisqu'il travaille à ça depuis des années, qu'il est la personne référente pour les partenaires sociaux et les syndicats. Donc c'est rassurant pour ceux qui vont travailler à cette réforme. C'est rassurant aussi pour Emmanuel Macron d'avoir un fusible de cet acabit. C'est-à-dire que si jamais ça ne devait pas aller, eh bien, on sait que c'est lui qui tombera. Et puis pour lui, ça fait quand même longtemps qu'il attend de rentrer au gouvernement. Il avait dit, enfin, quand il rejoint Emmanuel Macron, il ne fait pas pour rien. Le voilà récompensé pour ses bons et loyaux services. Valérie Boyer, vous le connaissez bien, Jean-Paul Delevoye? Non, je ne Issu de la droite. bien. Je l'avais jamais beaucoup vu. C'est vrai que c'était un peu le DRH de Macron, notamment pour choisir les candidats En Marche. Bon, maintenant, c'est pas du tout un scoop. Hein. Ça fait 15 jours qu'on en parle et ça explique son silence lorsqu'Emmanuel Macron a contredit publiquement les préconisations qu'il avait commencé à faire sur les retraites. Mais c'est vrai que ça fait longtemps qu'il attend dans l'antichambre du CESE de rentrer au gouvernement. Et puis surtout, Madame Buzyn n'appréciait pas ce dossier. Elle a les urgences à gérer et donc il fallait quelqu'un qui connaisse le dossier. Moi, ce que je note, c'est quand même que les 2 tiers des Français ne font pas confiance à Emmanuel Macron pour s'occuper du dossier des retraites et que la parole du président de la République, quand elle s'est exprimée sur les retraites, elle a été particulièrement anxiogène parce qu'elle a balayé. Ce que je ne voudrais pas, c'est qu'on profite de cette nomination, mais surtout qu'on ait de nouveau un grand débat qui enjambe les élections municipales, parce qu'on sait que c'est un sujet explosif. Donc, je suis un peu lasse des manœuvres politiques et de communication au lieu de s'occuper du fond. Alors, Gabrielle Cluzel, votre avis sur cette entrée au gouvernement? Je dois dire que même en tant que femme, il m'est égal d'avoir un homme ou une femme. Je veux quelqu'un de compétent. Je crois que la vraie question est là et la vraie égalité entre hommes et femmes, elle est là. Et là, j'ai quelques doutes pour Jean-Paul Delevoye. En tout cas, pas de doute sur sa façon de manœuvrer parce que je crois que c'est un vieux routard de la politique et il saura sans doute faire un petit moment. En revanche, sur sa capacité à gérer le dossier explosif des retraites, là, j'ai quelques doutes supplémentaires, puisque là, on voit bien qu'Emmanuel Macron reprend quelques couleurs en cette fin d'été dans les sondages. C'est vrai qu'il a été bon au G7, disons-le. Il est très bon, d'ailleurs, dès qu'il y a une posture hiératique, en costume, il habite la fonction présidentielle. Dès qu'il y a des hommages, des rendez-vous internationaux, en général, il se débrouille très bien. Mais là, maintenant, il va falloir se retrousser les manches et mettre les mains dans le cambouis avec les dossiers qui fâchent. Et là, Delevoye ou pas, ça va être compliqué. Valérie Boyer, c'est tout sauf le nouveau monde. C'est le moins qu'on puisse dire. on a vu des petites images d'archives qui dataient. Hein. Voilà, même si je déteste les postures jeunistes, sexistes, etc., j'aime pas ça, mais clairement, on sent pas de souffle ni d'idées nouvelles qui ont émergé, y compris de la concertation. Moi, ce que je voudrais pas, c'est que sur ce dossier tellement difficile, tellement délicat, eh bien, on botte en touche encore avec un grand monologue, parce que le terme grand débat est totalement inapproprié à ce qui s'est passé dans la réalité, d'autant que, je le rappelle, pendant le grand débat, le gouvernement n'a pas tenu compte des propositions des Français. Le président de la République s'est mis en scène pendant une centaine d'heures, mais les propositions des Français n'ont même pas été lues. Donc je ne voudrais pas que pour les retraites, ce soit la même chose. Et surtout qu'on manque de courage politique sur cette question, avec un homme qui est probablement très habile sur le plan de la politique politicienne,
mais pour l'instant, qui n'a pas démontré dans son parcours politique qu'il savait prendre des décisions et amener, à un consensus. Alexis Poulain, vous êtes d'accord avec Valérie Boyer ou pas? Oui, je suis assez Enfin, vous d'accord. n'êtes pas sur le même plan mais politique, pas du tout. Mais ça n'empêche pas d'être Loin s'en d'accord faut. sur l'excès de communication du gouvernement Philippe et Macron. Évidemment, c'est d'abord la communication, après les faits. Il y a quand même une volonté de louvoyer. On voit bien 2 tiers des Français, comme vous le disiez, qui ne font pas confiance à Emmanuel Macron pour cette réforme, parce qu'on sent bien qu'il y a un loup, que quelque part, on va attendre de sortir quelque chose. On parle d'âge pivot, puis on ne parle plus d'âge pivot. On parle de points, on ne sait pas combien vont valoir ces points. L'idée, c'est d'enlever des droits. Avant, on avait un système issu du Conseil national de la résistance où on savait où on allait. C'était la base, en fait, du système social français. Depuis, et pas seulement Emmanuel Macron, mais François Hollande aussi l'a fait, on attaque sans arrêt cette base en fait de droits Alors sociaux. c'est pas ce que dit le président, il dit qu'il faut aller se baser sur la durée de cotisation, parce que si on a commencé à travailler tôt, il faut partir un peu plus c'est tôt. qu'on attaque des droits pour en faire après finalement des miettes que va donner l'État en se donnant les prérogatives. C'est-à-dire qu'on veut sortir les partenaires sociaux de la négociation. Ce sera peut-être la dernière négociation qu'ils feront, mais ils ne vont plus être gestionnaires des régimes de retraite parallèles. L'idée, c'est que l'État reprend la main et c'est que derrière ça, vous n'aurez plus de visibilité. C'est-à-dire que le point, vous ne saurez pas combien il va valoir au final. Et que, quoi que dise Macron, les retraites, elles vont diminuer. Il faudra cotiser plus pour gagner moins. Voilà, c'est ça la réforme. Raphaël Rémy-Leleu. Moi, je ne doute pas de la compétence de M. Delevoye, mais j'ai 2 inquiétudes. Déjà sur la méthode en Macronie de la concertation, puis peut-être pas de la concertation. Ça fait 2 ans qu'il travaille à un rapport, qu'il a remis. Lorsqu'il s'exprimait de manière générale sur le rapport, il disait c'est cela que l'on va faire. Maintenant, on nous dit qu'il va y avoir un débat. Moins qu'il s'agisse d'ailleurs des Grenelles locaux contre les violences ou des débats sur les retraites, je trouve ça quand même très pratique pour un gouvernement à l'aube des municipales d'avoir un ensemble d'événements un peu partout en France sur 2 sujets majeurs. Et par contre, sur le rapport en lui-même et sur le travail qu'a fait M. Delevoye, j'en ai parlé avec lui la semaine dernière. On débattait notamment de l'impact de cette future réforme sur les femmes. Et le rapport est intitulé « Pour un système universel de retraite ». Donc il nous expliquait qu'en effet, il reste dans l'esprit du Conseil national de la résistance et qu'en 45 et qu'en 45. Je lui ai rappelé qu'en 45, en effet, il y avait des gaullistes, des communistes et des gens de la CGT en train de prévoir notre système de protection sociale, mais qu'en attendant, c'était tous des hommes, et que la question du travail des femmes à une époque où on ne pouvait pas prendre un travail sans autorisation du mari ou du père avait été largement ignorée. Et dans ce rapport, lorsqu'il s'agisse des faibles retraites, des faibles pensions de retraite des femmes qui sont en moyenne inférieures de 400 euros ou des carrières fragmentées, tout cela manque dans le rapport. Alors, si je peux me permettre, je suis à peu près d'accord avec ce que vous dites, sauf sur un point historique, parce que justement à cette époque, il y avait une politique familiale, et peut-être que le taux d'activité des femmes n'était pas équivalent à celui d'aujourd'hui, mais les femmes qui travaillaient étaient considérées, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, et notamment dans le régime des retraites, moi je suis furieuse de voir qu'il n'y a rien de concret qui est proposé aux femmes qui travaillent, parce que les femmes françaises aujourd'hui, elles doivent, avec le quotient familial qui augmente, elles doivent choisir entre travailler et avoir des enfants. Et d'ailleurs, de récentes statistiques le montrent. Je crois qu'une femme qui n'a jamais travaillé a 2,53 enfants. Je suis désolée pour ces chiffres un peu abscons. Et une femme qui travaille, c'est 1,6. Donc on voit bien qu'il y a une injustice et une violence sociale qui est faite aux femmes qui travaillent, qui est absolument scandaleuse. Et dans le projet, ni Delevoye, ni dans ce qu'a dit le président de la République, il n'y a rien pour protéger les femmes pour les retraites, et notamment avec ce qu'on appelait le salaire différé, c'est-à-dire qu'elles avaient des trimestres de cotisation en plus quand elles travaillaient, qu'elles avaient des enfants. Moi, je pense que cette question-là, avec le Grenelle des violences faites aux femmes, elle est absolument centrale pour les retraites, et je ne la vois pas traitée. Gabrielle Cluzel, oui, moi en effet, je partage tout à fait le point de vue de Valérie Boyer. Et à un moment, au printemps dernier d'ailleurs, où les féministes s'intéressaient beaucoup aux terminaisons de grammaire, je me disais, là, il y a un sujet qui me paraît autrement plus intéressant et pragmatique. Je suis aussi bonne en grammaire qu'en économie. Et tant mieux, j'en suis ravie. Mais j'aimerais que ce sujet soit vraiment mis sur le devant de la scène, car en effet, j'ai cherché dans cette réforme de la retraite ce qu'il allait advenir de ces mères de famille qui, ayant eu des enfants, n'ont pas cotisé comme un homme. Eh bien, j'avoue que je n'en sais rien. Et on sent bien que tout cela va être rogné. Vous savez, je crois que vous connaissez cette opération qui consiste, qui est un petit
petit peu médiatisé, qui consiste à arrêter de travailler à un moment de l'année pour un certain nombre de femmes, parce que c'est le moment où, si elles disent que si elles étaient un homme, eh bien, elles auraient déjà... fini leur année. Enfin bon, j'explique ça très mal, mais pour expliquer la différence, voilà, entre les salaires entre hommes et femmes. Eh bien, en réalité, quand on se penche sur la question, c'est pas une différence de salaire entre hommes et femmes, c'est une différence de salaire entre mères et femmes, parce que généralement, la femme qui a eu des enfants a interrompu sa carrière. Et cela, moi, j'aimerais que des féministes pragmatiques, en dehors de tout contexte idéologique, se saisissent de cette question, parce que c'est de nos retraites dont il s'agit. Moi, ce qui m'inquiète beaucoup dans la réforme des retraites, c'est que l'électorat d'Emmanuel Macron qui cherche à ménager, c'est celui, on le sait, c'est un public âgé et qui lui, j'oserais dire, pour lequel les jeux sont faits. Donc, je crois que nous avons toutes les raisons de nous inquiéter pour la suite. Et entre autres, nous autres femmes et mères. Raphaël Rémy Leleu. Alors, je ne sais pas si vous jugez que je suis une féministe pragmatique, mais en tout cas, à Oser le féminisme, on travaille depuis plusieurs années sur ce que nous appelons les violences économiques, qui traitent y compris des différentiels de retraite et y compris de la maltraitance sociale, économique et même représentative des femmes qui sont mères. Et donc, je vous invite vraiment à aller lire nos travaux à ce sujet ou même à aller regarder la conférence que j'ai faite la semaine dernière avec M. Delevoye. Vous verrez que pourquoi n'entend-on pas plus, par exemple, Marlène Schiappa sur le sujet? Parce que vous, j'imagine que vous n'êtes pas au gouvernement. Elle y est. Écoutez, eh bien, pourquoi ne le fait-elle pas? Vous voyez, c'est pas un gadget, ça. Mais je ne peux pas être tenue comptable des agissements de Marlène Schiappa. Je vous assure qu'il serait très différent. Concrètement, par rapport aux femmes qui travaillent et qui ont des enfants, on a plusieurs sujets pour les retraites. Et aujourd'hui, comme c'est le Grenelle, avec les Grenelles et les retraites, il y a quand même des liens qui sont très très forts. C'est au-delà de la différence de salaire entre les hommes et les femmes qui est 9 fois sur 10 dû à la maternité. Mais il y a aussi le fait qu'il y a beaucoup de foyers monoparentaux, donc avec la mère qui a la garde des enfants, donc c'est encore plus compliqué. On ne se pose pas les questions qui étaient quand même très claires, notamment au Conseil national de la résistance, au moment où on a fait toutes ces grandes lois de solidarité, c'est-à-dire les actifs qui cotisent pour les retraités, les bien portants pour les malades et les célibataires pour les familles. C'est vraiment le principe de la Sécu. Eh bien, à ce moment-là, on avait réfléchi, et de façon, j'allais dire, avec une vraie justice sociale, en disant que jusqu'à présent, les femmes, ce sont elles qui ont des enfants et qui s'arrêtent de travailler au moins pour la période de la grossesse. Aujourd'hui, avec les familles monoparentales, c'est elles qui les ont en charge pour beaucoup d'entre elles, que le salaire différé de la retraite leur permettait de compenser. Et là, il y avait une solidarité nationale parce qu'il y avait une vraie politique familiale. Et aujourd'hui, je ne vois ni dans les retraites, ni dans la politique familiale, de quoi aider concrètement les femmes qui travaillent. Et c'est vraiment un vrai sujet de société. Et vous avez raison, madame, c'est une violence. Alors, il y aura une consultation citoyenne, Alexis Poulain, qui sera lancée. C'est reparti pour un tour. C'est des grosses ficelles, ça commence à bien faire. Il faut consulter les citoyens. On a vu ce que c'était le grand débat. C'était un grand blabla, c'était une mise en scène du président. Effectivement, il y avait beaucoup de propositions. Les Français étaient heureux de s'exprimer aussi. Ils étaient heureux de s'exprimer, et puis on leur a volé la parole. Et finalement, les maires aussi étaient très contents de pouvoir écouter les citoyens et de débattre. Le problème, c'est qu'on a fait un faux exercice de démocratie participative parce que c'était encore un exercice de communication politique. Alors là, mais ça a marché. Ça a désamorcé. Ça a vaguement marché. Il n'y a plus de crise des Gilets jaunes aujourd'hui. Il n'y a plus de crise des Gilets jaunes. Oui, mais il y a une crise sociale. Attendez, ils sont toujours là. Il y a une crise sociale qui n'est pas là. Regardez le nombre de mobilisations pour cette rentrée. Tout le monde est sur le pont. Les urgences, les professeurs. Enfin, ça continue. Personne ne fait confiance, en fait, à Emmanuel Macron. Il y a quelque chose de l'ordre... Il a une cote de popularité qui ne dit pas exactement ce que vous me dites. Mais c'est la fin de l'été, là. Enfin, regardez, 2/3 des Français ne lui font pas confiance pour... C'est un sondage. Voilà. Le G7, effectivement, permet de se remettre en selle en disant voilà, je suis un peu le maître du monde, j'invite les gens à ma table, regardez, c'est un peu moi le chef, ça aide aussi. Mais maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Je connais votre sens de la mesure, Alexis Poulain, dans ce commentaire. C'est sur la communication politique, voilà, c'est ce que j'essaye un peu de débunker dans ce problème-là. Donc beaucoup trop de communication, et finalement, on ne sait pas où ça va nous mener. Donc je comprends que c'est gagner du temps, c'est faire en sorte qu'on ne prenne pas les mesures qui font mal avant les échéances électorales, comme les municipales par exemple, comme les sénatoriales. Donc il ne se passera rien sur les retraites avant les municipales. Et par contre, on engrange des soutiens. On fait campagne. C'est un grand étouffoir national parce qu'à un moment donné, comment le travail... Ou alors, Jean-Paul Delevoye, il est allé à la plage pendant les 18 mois précédents. Or, on nous dit qu'il a consulté... Non, mais qu'il a consulté pendant 18 mois, qu'il a fait un travail formidable, que c'était absolument génial, qu'il a parlé à tout le monde, etc. Alors, de deux choses l'une. Soit on sait ce qu'il en est,
et à ce moment-là, on met les choses sur la table, on cesse de prendre les Français pour des enfants ou des idiots, soit on recommence un débat, mais qui n'en sera pas un. Puisque de toute façon, on sait très bien comment s'est passé déjà le grand débat. En même temps, on se rappelle des grandes grèves au moment où François Fillon était en charge de ce dossier, donc on va peut-être éviter. Mais on ne peut pas dire en même temps il y a un problème et en même temps je ne le traite pas. Et en même temps, on a notre produit intérieur brut, 100% de la dette. Parce que c'est quand même ça le fond du sujet. On a toujours un chômage de masse qui est important. On a 6 millions de chômeurs, on a 9 millions de pauvres. Et on a une dette qui est à 100% du PIB. Donc, si on ne dit pas les choses comme ça aux Français, comment on fait ? On va leur dire ou pas, Gabrielle Cluzel, les choses clairement? Je sens qu'on va encore parler, beaucoup parler, débriefer. Ça prend du temps, de l'argent et les gens attendent des actions. Pardonnez-moi, je reviens un tout petit peu sur le sujet d'avant, mais c'est toujours le même finalement parce qu'on a très peu l'occasion d'en parler et je sais que des femmes nous regardent, que cela intéresse. Il faut savoir quand même que notre système de retraite, c'est un système donc de répartition par opposition au système de capitalisation. Donc s'il n'y a plus de gens pour alimenter ce système, c'est un système de Ponzi, c'est une pyramide de Ponzi, c'est-à-dire que tout s'effondre, c'est Madoff, bref. Donc, ces mères qui ont eu des enfants, je pense par exemple aux mères de familles nombreuses qui sont souvent les impensées, eh bien, elles ont des enfants qui cotiseront pour les autres et pour elles. Elles ne les font pas pour ça, évidemment, c'est pas pour elles, c'est pour bien d'autres raisons. Mais néanmoins, il est légitime que ce qu'elles ont perdu sur le plan économique leur soit rendu par la société. Et donc cela n'apparaît nullement. Et on sait bien qu'aucune réforme de retraite ne sera efficace s'il n'y a pas une politique nataliste. Ça a l'air d'être un gros mot actuellement, personne n'en parle. Mais pourquoi ne parlons pas de cela, mais permettre aux femmes qui le souhaitent d'avoir des enfants et le nombre qu'elles souhaitent. Exactement. Si je peux me permettre, il y a 2 chiffres quand même qui sont édifiants. Je crois que la moyenne d'une retraite d'une femme, c'est 1 200 €, celle d'un homme, 1 800 €. Donc on voit bien déjà que, je ne sais pas si ces chiffres sont exacts, parce que je ne les avais pas vérifiés avant de venir, mais c'est à peu près l'ordre de grandeur. C'est énorme. Moi, je partage l'avis de Mme Cluzel. Effectivement, aujourd'hui, il faut avoir le courage d'une politique familiale et surtout arrêter de faire en sorte que les femmes françaises choisissent entre avoir des enfants et travailler. Vous savez, il y a la loi bioéthique qui arrive. Oui. On est en train de proposer aux femmes de faire des enfants. Non, c'est formidable. Pas du tout. On va proposer aux femmes dans ce texte la vitrification rapide des ovocytes. C'est un sujet que je connais. Je suis désolée, bien, parce que c'est moi qui l'ai imposé quand j'étais députée en 2010 lors des révisions de loi bioéthique. C'est-à-dire qu'on prend les ovocytes quand on est jeune, on les congèle pour pouvoir les utiliser un peu plus tard. À l'époque, je l'avais fait contre l'avis de l'agence de biomédecine qui considérait que c'était de la recherche sur l'embryon parce que les techniques étaient au point, mais c'est pour les personnes malades. Maintenant, si on commence à mettre dans la tête des femmes qu'elles peuvent avoir des enfants avec des ovocytes congelés jusqu'à 48 ans, c'est la réalité, on fait des enfants de plus en plus tard. Non, c'est pas la plus en plus tard. Non, 27, 28 ans aujourd'hui. C'est pas du tout. D'abord, c'est pas tout à fait la réalité. C'est la réalité pour les femmes qui travaillent. On fait des enfants de plus en plus tard. Mais non, c'est un chiffre national. Oui, mais national. Ok, mais plus vous les faites tard, moins vous en avez. Oui, c'est 30 ans et 31 ans en ville. Mais plus vous les faites tard, moins vous en avez. Mais en plus, c'est faire peser socialement sur les femmes quelque chose d'absolument abominable, parce que c'est pas parce qu'on a des ovocytes jeunes, c'est vrai qu'ils ont plus de chance quand les ovocytes congelés sont jeunes, que si on les met sur le corps d'une femme qui a passé la quarantaine, c'est beaucoup plus difficile et c'est pas la promesse d'un bébé. Ben, voilà les retraites et les ovocytes congelés. Il y a un lien qui est extrêmement fort, c'est sur les mensonges et le mirage que la société impose aux femmes sur ces sujets-là, sur travailler et avoir des enfants. Et moi, je ne voudrais pas que demain, on se retrouve dans la situation d'Amazon ou de Google qui demande aux femmes qui bossent de congeler leurs ovocytes et de les faire porter par une autre. Et c'est pas pour le bien des femmes. Et non. Ça, c'est pour le bien des GAFA. Raphaël Rémy-Leleu, là-dessus. Pour être force de travail. Écoutez, mesdames, je ne pensais pas vous le proposer un jour, mais vous parlez de violence économique, de maternophobie, de pauvreté des femmes, de prise en considération des femmes dans le champ politique. Vous êtes les bienvenus à la prochaine réunion d'Oser le féminisme. Avec plaisir. Mais vous savez... Pour le reste, je crois qu'on aura d'autres sujets de désaccord. Mais en tout cas, ce qui est vrai, c'est que les femmes demeurent l'impensé de la conception des politiques publiques. Et c'est un exemple typique
avec la réforme des retraites, que ça soit pour le point, que ça soit pour les carrières interrompues, que ça soit même sur la modification de la durée de prise en compte des années de cotisation en termes de salaire, puisque, y compris des femmes qui ont des enfants ou qui finissent en moyenne leurs études plus tard, auraient besoin que soient prises en compte toutes les meilleures années de salaire. Enfin, voilà, il y a énormément de choses qui pêchent parce que les femmes sont l'impensé des politiques publiques. Mais reconnaissez que dans cette loi bioéthique, en effet, on parle beaucoup de la PMA, mais il y a autre chose. Non, mais je trouve que c'est intéressant parce que je me dis demain, après tout, qui nous dit qu'on ne dira pas aux femmes « Ah, vous n'avez pas fait congeler vos ovocytes, vous n'êtes pas très motivés, vous. Sur le CV, les femmes mettront ovocytes congelés et auraient un plan traquant. À 45 ans, c'est un peu dommage, la femme est au fait de sa carrière. Peut-être à 60 ans, au moment où on se lancera dans le jardinage et la retraite, on ne sera pas encore à la retraite. À 60 ans, on bosse encore. Voilà, pardon. Non, mais il faut voir les implications de tout ça pour les femmes et se rendre compte que les GAFA nous font passer ça pour soi-disant un progrès comme le ticket restaurant, limite, hein, bon, parce qu'elles le financent, les GAFA, il faut le savoir. Hein. Eh bien, je crois que là encore, un féminisme pragmatique a le devoir de s'opposer à cela. Je vous en prie, rejoignez-nous pour... Dernier mot, Valérie, on fait une pause Ça après. fait assez longtemps, en tout cas en ce qui me concerne, et je pense que c'est pareil pour Mme Cluzel, qu'on ose le féminisme dans toutes ces, dans toutes ces propositions, et que des progrès techniques comme celui que je venais d'évoquer, pour lesquels j'avoue que je me suis énormément battue, je ne voudrais pas qu'ils soient dévoyés parce que justement la notion de soin est perdue et que la médecine n'est pas là pour répondre aux désirs. Une courte pause dans Punchline et on se retrouve avec nos débatteurs. À tout de suite. Et on se retrouve avec nos invités, Gabrielle Cluzel, Valérie Boyer, Raphaël Rémy-Leleu et Alexis Poulain, cofondateurs du Monde Moderne et non pas de l'Homme Moderne. On a beaucoup parlé des femmes aujourd'hui avec ce Grenelle des violences. On va parler aussi d'autres femmes, des militantes féministes et musulmanes qui ont provoqué la fermeture d'une piscine à Paris dimanche après s'être baignées en maillot de pièces et en burkini pour protester contre l'interdiction de ce maillot de bain couvrant, très controversé. On se baignera, dit-elle, on se baignera, même si les racistes ne veulent pas, nous on se baignera. C'est Alliance Citoyenne, hein, c'est vraiment toujours cette même association qui avait fait de la provoque au printemps et qui fait des coups d'éclat comme ça régulièrement. Jusqu'à quand ça va se passer, ce genre de choses, Alexis Poulain, et jusqu'où on va repousser les limites, encore une fois, de la patience républicaine? Mais c'est de la gîte propre. Là, c'est simplement des actions qui sont faites pour être filmées, pour être vues, pour parler. On ne pose pas de débat sur pourquoi porter un burkini à la piscine, pourquoi on le fait, pourquoi en France, alors qu'on a des lois qui l'interdisent. Et c'est uniquement pour parler de ça. C'est pas des lois, en fait, c'est le règlement intérieur des piscines qui l'autorise. Qui disent qu'il autorise ou pas. Alors, on va faire des piscines à burkini, peut-être, pour valider le fait qu'on pourra se baigner en burkini. Pourquoi pas? Enfin, derrière, je trouve ça triste, en fait, que ce soit ces gens-là, qui sont des militants politiques, qui deviennent une vitrine d'une religion. L'islam, c'est bien autre chose. Et c'est malheureux que ce soit un débat qui soit finalement pris en otage par ces personnes-là qui sont là pour faire une action militante, et vous l'avez dit, militante féministe. Oui. Peut-être, mais c'est surtout de la politique, là. Raphaël Rémy-Leleu et après Gabriel. 3 choses. Vous vous moquiez gentiment de moi tout à l'heure sur la question de la grammaire et des terminaisons, mais n'empêche, quand on voit un titre « Nouvelle action des militants pro-burkini », aux dernières nouvelles, les hommes ne portent pas de burkini, donc au moins l'écriture épicène peut éviter certaines absurdités de la grammaire. Voilà. Alors, il y a peut-être des hommes dans la piscine. Ceci étant dit, plus sérieusement, plus sérieusement sur la question du burkini en général, nous on s'était opposés aux arrêtés anti-burkini parce que aller déshabiller des femmes sur la plage dans un espace public, c'est quelque chose on revient en arrière de manière très bizarre et avec une violence pour les femmes qui ça n'a jamais été le cas. Inconcevable. Ça a été le cas, c'était en 2015. Oui. Soit. C'est pas pour les déshabiller. Hein. Il y a eu des dévoilements et des demandes de se faire déshabiller. Bref. Concernant les piscines, on est sur quelque chose d'un peu différent puisqu'il s'agit en effet des règlements intérieurs. Moi, je vous avoue que mes 2 envies, déjà, dans les piscines, d'autant plus qu'il y a un argument hygiéniste qui a avancé, plus il y a de tissu, moins c'est hygiénique, etc. Moi, j'ai hâte d'aller dans une piscine parisienne avec une quinzaine de copines féministes et d'aller faire du topless.
Parce que tous les étés, les médias nous reviennent à la charge avec cette question du topless qui diminue en France depuis des années. N'empêche, on ne peut pas aller faire de topless à la piscine. On risquerait d'être poursuivi pour exhibition sexuelle. Donc voilà, je fais un appel aux volontaires pour aller faire une opération topless dans une piscine parisienne. Et par ailleurs, une manière un peu plus intelligente, je trouve, de sortir de ce débat sur finalement la piscine qui est aussi un lieu de découverte du corps, de l'intimité, qui est souvent malaisant pour les femmes, ce serait d'assumer des politiques avec des créneaux non mixtes, non pas parce que c'est Ça va faire bondir mes voisines. Non pas parce que c'est le noyautage rampant de l'islamisme, mais parce que je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui seraient beaucoup plus à l'aise avec un créneau non mixte à la piscine. Des créneaux non mixtes. Allez, Gabriel. Déjà, il faut quand même être honnête. Pourquoi tout d'un coup ces questions se posent? Parce qu'il y a une montée même des créneaux non mixtes. Il y a une montée de l'islamisme. Je dirais que les femmes, et moi j'en connais, je suis catholique, des religieuses qui n'avaient pas envie de se baigner avec des hommes et d'enlever leur... pas une seconde leur a traversé l'esprit d'aller faire un happening dans la piscine, une quelconque piscine en France. Donc là, c'est clairement... et pourtant, elles vont pas à la piscine ou elles trouvent une autre piscine ailleurs. Elles résolvent leur problème autrement, elles l'imposent pas à tout le monde. Là, il y avait quand même une façon simple d'être ferme, puisque ce n'était même pas une question religieuse, c'est simplement, comme vous le dites, une question d'hygiène. C'est comme si mon mari, qui déteste les maillots de bain moulants et qui est obligé d'en mettre pour aller à la piscine, allait avec son caleçon hawaïen, avec ses copains, en disant c'est le règlement, mais j'irai quand même. Bon, il se fera virer manu militari, je suis sûre qu'il n'aura pas le droit aux 20h. Je suis à peu près sûre. Alors pourquoi ne fait-on pas la même chose avec elles? Donc en fait, elles sont fortes et provocantes parce que nous sommes faibles et parce que tout le monde est tétanisé face à cette victimisation de cette femme et ces femmes qui... Allez, Valérie Boyer. Elles ont été expulsées de la piscine. Oui, non, la piscine a fermé. À un moment donné, ce sont des militantes islamistes qui n'ont rien de féministe, mais qui se drapent dans les habits du féministe et qui se victimisent. Moi, je trouve que le burkini, c'est grave parce que ça témoigne du fait qu'on souhaite faire disparaître les femmes de l'espace public et créer d'un côté les femmes qui sont pudiques, qui se baignent en burkini, et les autres qui ne le sont pas. Ça veut dire quoi, une femme impudique ? Voilà, c'est ça le problème. Nos mères, elles ont brûlé leur soutien-gorge, elles étaient en monokini et personne ne les enquiquinait. Et aujourd'hui, vous interrogez des gamines de 20 ans, elles ne se mettent pas en monokini, non pas parce qu'elles ont peur du soleil, des brûlures du soleil sur la peau fragile des seins, mais parce qu'elles ne veulent pas être embêtées. Excusez-moi, moi, quand j'avais 20 ans, jamais personne n'embêtait quelqu'un parce qu'on était en monokini sur la plage. Et c'est vrai qu'on en voit extrêmement peu aujourd'hui, sauf des femmes d'un certain âge qui sont encore en monokini, et c'est leur droit. C'est pas possible. À un moment donné, on peut pas subir ces injonctions totalitaires qui visent à faire de nous des racistes et des islamophobes. Des islamophobes. Voilà, la banderole, c'était piscine pour toutes, stop à l'islamophobie. La grosse ficelle de l'islamophobie, je pense que celle-ci, c'est comme d'autres grosses ficelles qu'on a évoquées tout à l'heure, ça ne fonctionne plus. Alors, à un moment donné, je pense qu'il faudrait être un peu digne et avoir un minimum de courage pour protéger les femmes. Parce que qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on accepte qu'il y ait des quartiers entiers où les filles ne peuvent pas sortir pas voilées. On accepte cette assignation à religion, on accepte cette partition du territoire, et ça passe par la liberté des femmes, et c'est pas être libre. Elles sont pas libres, elles sont sous emprise. On parle des violences conjugales aujourd'hui, on parle des femmes sous emprise. Eh bien là, c'est la même emprise. Et moi, je peux pas diviser le monde entre femmes pudiques qui portent un voile et femmes impudiques qui ne l'ont pas. Alors, Alexis Poulain. Je pense qu'elles sont libres dans leur choix. Après qu'elles choisissent effectivement d'adhérer à une idée de voiler la femme, de la remettre là, de patriarcat archaïque, pourquoi pas? Il y a des femmes, c'est le syndrome de Stockholm peut-être, je ne sais pas, mais il y a quelque chose de l'ordre en fait de pousser la République dans les extrêmes, de dire alors puisque vous êtes une démocratie libérale, jusqu'où êtes-vous c'est narguer la République. Êtes-vous capable d'accepter l'autre? Et c'est un problème parce qu'on a en France la laïcité. C'est rare les pays laïques. C'est quelque chose à défendre. Et c'est quelque chose de mal compris. Pourtant c'est simple. C'est simplement le droit pour tout le monde d'avoir sa croyance, d'avoir sa foi. Et le respect des autres. C'est pas compliqué dit comme ça. Mais quand on commence à avoir une religion prosélyte qui va vouloir occuper l'espace public, faire en sorte que chaque sortie soit un happening d'une certaine façon, alors là on rentre dans quelque chose d'autre. Et c'est bien la limite en fait qui se pose. C'est où qu'acceptent les sociétés libérales et que fait une république laïque. Alors dans les pays comme les États-Unis, comme la Grande-Bretagne, on n'a pas ce problème.
problème-là. Finalement, c'est les communautés qui gèrent. Et au Canada, par exemple, le Québec, il faut rappeler, aujourd'hui, le Québec est en train d'essayer de défendre sa laïcité. Ils sont en crise sur ce sujet. Ils sont en crise parce que les Canadiens, les anglophones, attaquent le Québec en disant vous êtes des racistes, vous ne comprenez rien au respect. Non, c'est qu'on comprend totalement à l'envers la laïcité. Parce qu'il y a un certain nombre de gens qui marchent dans la combine. Mais ce ne sont pas des femmes qui ont envie de se baigner dans une piscine. C'est pas une dame en burkini qui s'est dit il fait chaud, j'irais bien me baigner dans une piscine parce qu'elle trouve une solution discrète pour aller se baigner ailleurs. Là, c'est vraiment une action politique, c'est une provocation. C'est une provocation qu'on aurait pu facilement interrompre dans l'œuf. On ne l'a pas fait, comme d'autres. Donc ça avance. Ce sont des coups de butoir qui continuent à avancer. Mais si, ça avance. On en voit chaque semaine d'ailleurs. Il y en avait 5 dans la piscine. On a enquiquiné toutes les personnes qui étaient dans la piscine. C'est le but de cette action-là. Mais Emmanuel Macron a dit un jour, je me souviens à propos du voile islamique, qui ne fait pas partie de nos civilités. Eh bien, le burkini ne fait pas partie de nos civilités. Se baigner en burkini, ça n'en fait pas partie. Un jour, peut-on faire preuve de fermeté dans ce domaine-là? Je me pose la question. Alors, Valérie Moi, je pense qu'effectivement, ces militantes antiféministes testent la République et la narguent justement pour nous pousser dans les retranchements. Moi, j'en ai assez de ce racisme, de cet essentialisme qui vise à faire en sorte que l'on tolère le burkini pour certaines, qu'on l'excuse. Pour moi, c'est le summum du racisme. Ça veut dire que parce qu'elles sont musulmanes, eh bien, elles peuvent être en burkini et moi, je ne le suis pas. Donc, c'est pas possible. Moi, je crois aux valeurs universelles des droits de l'homme, de la dignité humaine et des valeurs d'égalité entre les hommes et les femmes. Et c'est pas parce qu'elles ont une autre religion que la mienne, ou c'est pas parce c'est pas possible. Les valeurs universelles, ça s'applique à tout le monde. En tout cas, en France, c'est comme ça. Et je ne tolère pas, justement, qu'on nous assigne à cette espèce d'origine, parce que c'est ça que ça veut dire. Et surtout, c'est partir la société entre les femmes bien et les autres. Et ça, c'est absolument insupportable. Comment, au XXIe siècle, on peut encore avoir ce type de débat? Quand on le voit même, même sous l'Ancien Régime, on ne le tolère plus. Et là, on trouve des excuses à ce militantisme. Combien de femmes ont le visage vitriolé à l'acide dans le monde? Combien sont emprisonnées? Qui parle en ce moment de ce que subissent en prison en Iran toutes ces femmes, et notamment cette avocate Nasrim Sotoudeh, là, qui est en prison parce qu'elle a défendu les femmes qui voulaient sentir le vent dans leurs cheveux? Je pense qu'à un moment donné, ça suffit. On est français, on est au pays des droits de l'homme, on est au pays de la galanterie, on est au pays d'un certain nombre de choses. Ce n'est pas possible. Voilà. Pas d'accord avec ce que mais dit on voit Valérie bien que c'est de la Boyer. provocation sur les images. Non, il y a des points d'accord, il y a des points de désaccord. Nous sommes en France, au pays des droits humains, de l'égalité femmes-hommes. Moi, je pense surtout qu'il ne faut pas monter en épingle des opérations telles que celle-ci. En effet, il y a quelques femmes qui le font, qui par ailleurs ne montrent même pas de signes extérieurs de religion. Enfin, j'ai envie de dire, ça pourrait être une combi de plongée, hein, mais là, c'est en effet dans un contexte... Là, c'est en effet dans un contexte politique, puisque c'est un happening, puisqu'il y a cette pancarte. Et en fait, je ne crois pas que la République soit menacée par ce happening. Je pense que... Elle est testée. Les sociétés libérales sont testées. C'est la technique du petit pas, quand même. À chaque fois, c'est un coup de butoir supplémentaire. Et donc, je pense que la meilleure manière, en tout cas, pour que la République soit républicaine et fasse front et porte ses valeurs, c'est de ne pas monter en épingle, c'est de ne pas cristalliser sur quelques femmes, c'est de ne pas cristalliser sur une religion et d'avoir plus largement... Non, mais là, il faut quand même être honnête. Excusez-moi, madame. Ce sont ces personnes qui cristallisent sur la religion. J'ai le droit de le dire. Je pense qu'en effet, le burkini en piscine est une fausse question parce que aujourd'hui, c'est simplement un règlement intérieur qui interdit aussi bien le burkini que la combinaison de plongée, qu'il ne faut pas tomber dans ce piège qui est tendu et que la piscine soit ouverte et accessible je suis d'accord avec tout vous, le monde, en monokini. Alors, que le règlement soit le même pour tous. Moi, si j'arrive déguisée en princesse des neiges avec mon grand jupon, le directeur de la piscine va me dire vous ne rentrez pas. Si quelqu'un arrive en combinaison de plongée, si une religieuse arrivait avec son habit, on lui dirait vous ne rentrez pas. Donc ça veut dire qu'il y a un règlement, mais il y a une exception pour
c'est pour là les où je journalistes. Un dernier mot. Non, moi je pense que le règlement vaut pour je suis tous. d'accord. Et c'est Le vrai dans les règlement- hôpitaux. C'est le le règlement- summum du racisme. Le règlement vaut. Un dernier mot, Non, je je dis- dis- Allez-y, un dernier mot, C'est Raphaël, dingue, hein. Rémi Leleu. Je dis au contraire que le règlement vaut pour toutes et pour tous, mais que vous tombez dans le piège parce que je ne pense pas qu'un directeur crois que ou c'est vous qui un tombez dans ou une responsable de piscine ait l'occasion de savoir avant qu'elle soit dans le bassin qu'elles vont faire une opération avec des burkinis. Effectivement, là, c'est un piège Le responsable ou la responsable de la piscine n'avait pas les moyens de le savoir. Ils ont été Les personnels, filmés, il y a du les monde, personnels de la piscine ne sont pas des personnels de police ou de sécurité habilités à déplacer des personnes. Mais ils sont Et là donc pour je faire pense que respecter le ces règlement. personnes-là n'avaient pas d'autre chose à faire. Et donc Si- la question du si non-respect je du peux me règlement est en permettre, effet Un dernier Si mot. je peux me permettre, aujourd'hui, on assiste, là on parle des piscines, c'est une provocation, c'est filmé, etc. C'est mis en scène, c'est tout à fait un happening. Mais regardez, à certaines sorties scolaires ou dans certains quartiers, il n'y a plus une fille qui n'est pas voilée. Il y a 15 ans, on disait, oui, ça ne va pas se passer comme ça, etc. Aujourd'hui, une fille qui ne sort pas voilée dans certains quartiers, elle ne peut pas sortir. Donc voilà où on en est aujourd'hui. On est dans cette partition et notre faiblesse, et j'allais dire même notre racisme, nous permet de faire en sorte que cette situation perdure. Eh ben, c'est pas possible. Je pense qu'à un moment donné, il faut un peu de courage politique et pas confondre le voile et le serre-tête comme ont pu le faire certains ministres de En Marche. Allez, merci beaucoup à tous les quatre. Dans un instant, on se retrouve. On accueille Laura, victime de violences conjugales. Évidemment, on va reparler de ce Grenelle des violences faites aux femmes. À tout de suite sur CNews. Et dans Punchline ce soir, le témoignage de Laura. Bonsoir Laura. Bonsoir. Vous étiez venue au mois de mai sur ce plateau même pour nous raconter votre histoire, une histoire dramatique puisque vous avez failli mourir sous les coups de votre ex-conjoint et sous les yeux de votre petite fille qui avait quel âge à l'époque 2 ans et demi. 2 ans et demi, totalement traumatisée après, effectivement. Aujourd'hui, vous étiez présente à ce Grenelle sur les violences faites aux femmes. Qu'est-ce que vous avez dit aux ministres quand vous les avez tous eus devant vous, Laura ? Alors moi, j'ai pris le micro. Alors, je suis encore un peu dans l'émotion. Hein. C'était très difficile pour moi puisque j'étais... j'étais la seule victime, donc j'ai témoigné. J'ai dit devant ces 80 personnes, donc plusieurs ministres, des associations, des élus de la République, je leur ai dit ce qui s'était passé. Donc c'était très difficile, parler quand même devant 80 personnes, devant plusieurs ministres. Les gens ils ont tous été très touchés. Je pense qu'il y a quand même une réelle volonté, une prise de conscience. Il y a des mesures qui ont été annoncées. Après, on peut toujours faire plus. Je pense que le point positif, c'est concernant l'autorité parentale, qu'on puisse la suspendre avant le procès, même sous ordre du procureur. Donc ça, je pense que c'est une bonne chose aujourd'hui qu'ils se rendent compte que les enfants, c'est souvent les oubliés, alors que c'est des victimes directes, et de protéger ces enfants. Donc on voit qu'Adrien Taquet, il va aussi faire un groupe de travail aussi pour travailler sur la protection de l'enfance. Ce qu'on a eu en annonce aussi, que je trouve positif, c'est par rapport au dépôt de plainte. Que les policiers puissent prendre la plainte à l'hôpital, et pourquoi pas aussi dans un autre endroit, parce qu'on sait très bien que c'est très difficile d'aller dans un commissariat. On a annoncé un chiffre de 5 millions d'euros pour des places d'hébergement d'urgence. Alors là, c'est suffisant ? Non. Ouais. Non. Ils ont donné 5 millions, il faut voir comment ça va être réparti. Et moi, concernant les hébergements d'urgence, moi je suis pour aujourd'hui l'éviction du conjoint violent et des foyers pour les hommes violents. Aujourd'hui, il faut traiter le problème à la racine. Si on ne soigne pas ces hommes, ils vont recommencer. Et ces hommes, aujourd'hui, ils ne sont pas soignés, c'est ça le problème. Il faut des foyers, que ce soit eux qui quittent le domicile, et il faut des soins psychiatriques très lourds, des groupes de parole aussi, je pense. Je crois je ne sais plus dans quel département, mais j'ai vu qu'il y en avait pour les hommes violents, pour qu'ils puissent exprimer tout leur mal-être. Ça n'a pas été encore évoqué, mais après, on a encore 3 mois. Hein. Bien sûr. Quand je vous ai reçu il y a 5 mois, vous aviez une grande colère en vous. Vous l'avez dit, vous avez dit les pouvoirs publics ne font rien pour nous sauver. Elle est toujours présente, cette colère, Laura, ou pas ? Alors, cette colère, elle est toujours présente, parce qu'après votre passage à la télévision, disons que j'ai eu aussi d'autres rebondissements. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé ? Le procureur a demandé le renvoi devant une cour d'assises pour tentative de meurtre, ex-conjoint, mon affaire. Et la juge d'instruction, fidèle elle-même, a requalifié les faits en violence aggravée en disant qu'il n'y avait pas d'arme à feu et qu'on ne pouvait pas mourir par strangulation.
Donc ça, déjà, ça m'a mis un coup. On ne peut pas mourir par strangulation? Non. Ça m'a mis un coup de couteau encore une fois, même avec la médiatisation. Et en plus de ça, elle a proposé au nouvel avocat de mon ex-conjoint une nouvelle demande de mise en liberté, alors ça faisait 3 semaines qu'il était retourné, avec un bracelet électronique chez sa nouvelle compagne qui habite à 20 minutes de chez moi. Là, je me dis, la prochaine étape, j'ai un tueur à gages à mes trousses. Donc le 2 juillet, j'ai dû subir 2 audiences, une audience publique pour sa demande de mise en liberté à Versailles qui a été refusée, et une deuxième audience à huis clos pour savoir si les faits allaient être qualifiés. Et là, il y a 2 semaines, on a eu le verdict. La Cour d'appel de Versailles a demandé le renvoi devant une cour d'assises pour tentative de meurtre. Et ça m'a un peu brisé. Tout ce qui s'est passé ces derniers mois, on m'a fait subir 2 autres audiences à requalification des faits. Cet été, ça a été très difficile pour moi, parce que j'étais dans l'attente, j'avais peur. Que les faits soient requalifiés, psychologiquement, c'est très difficile. Bon, finalement, les magistrats de Versailles m'ont donné raison de partir devant une cour d'assises. Mais c'est très, très lourd aujourd'hui. Moi, j'ai plus confiance, c'est vrai, que dans les institutions. Après, comme je dis, il faut toujours garder espoir, il faut se battre, comme on voit dans mon histoire. Mais aujourd'hui, on ne protège pas les victimes. Et les victimes, c'est ce que je disais, ce qui est hallucinant, ce sont les victimes qui ont peur de la justice. Alors que ça devrait être les criminels. Et aujourd'hui, les femmes sont terrorisées de la justice. Donc c'est qu'il y a quand même un réel problème au niveau de la magistrature. Moi, je prends l'exemple de l'Espagne, où ils ont fait des tribunaux spécialisés, c'est-à-dire une fusion entre le pénal et le civil. Et je pense aujourd'hui, c'est ce qui manque aussi dans notre justice en France. Comment va votre petite fille aujourd'hui? Est-ce qu'elle se répare? Est-ce qu'elle va mieux? Est-ce qu'elle a oublié les images les plus traumatisantes de la tentative de meurtre sur vous? Alors elle va mieux, elle fait beaucoup de... Je vous remercie de demander des nouvelles de ma fille. Elle va mieux, elle a fait beaucoup de progrès pour parler. Là, elle n'en parle plus trop. Puis elle le réclame, comme j'avais dit sur votre plateau, elle le réclame pas du tout. Donc, son père, oui. Voilà, donc on n'est pas là en train de lui ressasser, on ne lui en parle pas beaucoup. Sauf si pendant les séances, quand elle voit le médecin, elle va mieux. Après, ça reste toujours une enfant fragile. Vous voyez, elle reste traumatisée par les portes. Et ça, on n'y arrive pas. Vous voyez, le soir, je dois fermer les 2 portes qui sont dans mon séjour. Elle est traumatisée. Donc ça va s'atténuer avec le temps. Mais ça reste quand même une enfant fragile. Mais au moins, il y a du progrès. Le fait d'être dans un environnement stable. Elle est entourée d'amour aussi, de stabilité. Bon, je pense aussi le stress des derniers mois, ça n'a pas arrangé non plus. Et vous, comment est-ce que vous allez aujourd'hui, Laura? Est-ce que vous vivez toujours dans la peur qu'ils ressortent de prison, qu'ils viennent vous harceler chez vos parents, comme ils l'avaient fait la dernière fois? La justice, aujourd'hui, elle a brisé une partie de moi. C'est très difficile, surtout que je n'ai pas supporté les 2 audiences du mois de juillet où il était en visioconférence, j'ai dû entendre sa voix. C'est insoutenable pour moi de le voir. Enfin, ils ont coupé l'écran, mais juste d'entendre sa voix, je ne supporte plus. Même de passer devant un juge, c'est inhumain le nombre de fois où je suis passée devant un juge en 15 mois d'instruction. Et là, je me dis, on a demandé de se renvoyer devant une cour d'assises, ils ont demandé le maintien jusqu'au procès, donc je pense qu'il ne va pas sortir de détention, mais c'est vrai que j'ai toujours cette petite peur. J'ai des troubles du sommeil où je me dis, mais est-ce qu'il peut être là? Je me demande pourquoi la juge d'instruction elle a fait ça. En plus, je ne suis pas un cas unique. Pourquoi aujourd'hui la justice nous fait subir, nous donne des permis de tuer? Je ne comprends pas. Je vous avoue que je ne comprends pas. Vous avez récolté autour de vous beaucoup de témoignages à beaucoup de femmes qui se sont tournées vers vous après que vous ayez parlé de votre cas à la télévision. Ça vous donne une responsabilité, une mission pour faire entendre leur voix aussi? Pas forcément. Là, moi, j'ai mis des petites bouteilles de SOS pour être sauvée. Et après, on a mis un symbole sur moi, sur les victimes de violences conjugales. Donc forcément aussi, je me sens... j'ai comme aussi une mission. Et puis ça me touche parce que je sais ce qu'elles vivent. Ça me prend dans les tripes. Tout ce que je fais, ça vient du cœur. Donc forcément, j'ai toute envie de les aider. Mais c'est très difficile. On fait comme on peut. J'ai l'association qui m'a soutenue, avec qui je travaille un petit peu, Putain de guerrière aussi, du coup avec la médiatisation qui reçoit énormément de messages. D'ailleurs, on a besoin d'aide pour tous ceux qui nous entendent. Des bénévoles, on a vraiment besoin d'aide parce que là, en fait, on est submergé de messages et d'appels, des mamans. Aussi, ce qui est beau, qui nous disent, en fait, on a quand même de l'espoir quand on voit votre histoire, tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Donc ça, c'est beau.
Mais c'est vrai que c'est très difficile aujourd'hui. Enfin, on ne peut pas médiatiser tout le monde. C'est pas parce qu'on médiatise que la personne elle est sauvée. Et pour en arriver quand même à appeler à l'aide sur les réseaux sociaux, c'est que quand même la situation elle est dramatique. J'ai commencé l'émission tout à l'heure à 18h en parlant de Cagnes-sur-Mer, du cas de la jeune Salomé qui est morte samedi sous les coups de son compagnon, alors que 3 ou 4 personnes l'entouraient à leur balcon et étaient en ligne avec la police. C'est la chronique d'une violence ordinaire, d'une lâcheté ordinaire pour vous, cette mort de cette jeune femme à Cagnes-sur-Mer? Mais c'est horrible. C'est horrible, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, à mon sens, apparemment, elle aurait pu être sauvée, enfin, d'après ce que je lis dans les articles, puisque les voisins ont appelé la police, ils sont venus, mais il n'y a pas eu d'interpellation, il n'y a rien eu. Ils n'ont rien trouvé. Voilà, ils n'ont rien trouvé. Après, ce qu'ils ont cherché, c'est horrible. J'ai pas de mots. Là, on en est à une femme tous les 2 jours. Dans tous ces féminicides, il y en a plusieurs qui auraient pu être évités. Plusieurs avaient déposé plainte. Il y avait des interdictions de rentrer en contact. Donc on voit bien aujourd'hui qu'il y a un problème au niveau de la justice. Moi, j'ai pas vu de budget annoncé aussi au niveau de la justice. Donc ça aussi, ça me pose un petit peu problème. Parce qu'aujourd'hui, pour moi, il faut quand même des tribunaux spécialisés. Alors, ils ont parlé de mettre en place peut-être des procureurs spécialisés dans les violences conjugales, de faire une expérimentation à Créteil. Bon, ça va prendre du temps, encore une expérimentation. En Espagne, ça fait, je rappelle, quand même 15 ans, depuis 2004, il me semble, qu'ils ont des tribunaux spécialisés. Nous, on est en 2019 et on ne bouge pas au niveau de notre justice. Comment vous voyez la suite, Laura, l'avenir? Il est un peu plus ouvert qu'il ne l'était il y a quelques mois pour vous? Déjà, je suis quand même rassurée. On part quand même devant un procès de cour d'assises, devant une tentative d'assassinat. Donc ça veut dire quand même, même s'il y a encore la présomption d'innocence, c'est que les magistrats de Versailles m'ont donné raison. Donc déjà ça m'a aussi, c'était un grand soulagement. Mais après, j'ai encore à peu près 1 an à attendre avant ce procès. Donc c'est vrai que c'est très très long et c'est très difficile de se reconstruire en attendant, surtout avec mon parcours. Même si je suis là, je suis vivante, j'ai quand même un parcours chaotique qui est très très difficile et très très douloureux. Après, j'essaye de me dire... Après, c'est le destin. Peut-être qu'il fallait que cet homme sorte. Peut-être qu'il fallait que je lance ces bouteilles à la mer pour que tout le monde se réveille, pour que la société civile, pour que la classe politique soit touchée, que les femmes commencent à témoigner aussi à visage découvert sur les réseaux sociaux, que la honte change de camp. Peut-être fallait que la classe politique ait qu'on voit des visages, en fait, qu'on n'ait pas juste des dossiers, des numéros. Je pense qu'ils sont sincèrement touchés. Enfin, je ne vois pas comment on pourrait ne pas l'être. Je sens quand même qu'il y a une volonté. Après, il faut mettre les moyens derrière cette volonté. Merci beaucoup de ce témoignage, Laura. Merci beaucoup d'être venue ce soir sur CNews. Dans un instant, vous avez rendez-vous avec Pascal Praud. C'est l'heure des Pros 2 à 21h. Thomas Hugues, bonne soirée sur CNews.